Olivier, bonjour à toi. Bon, Bonjour je suis Nicolas. très content de te retrouver ici, dans un des nombreux studios que tu as fabriqués. On est à Octavox, tout près de Grenoble. Voilà, donc tu es venu un peu Je suis venu travailler. faire un petit peu de travail sur la console et sur Voilà, certains périphériques, et je me oui. suis dit, allez, il faut qu'on se trouve un moment pour que je vienne te voir et qu'on fasse cette petite vidéo pour annoncer tout un tas de choses. Pour parler de toi d'abord, parce que moi, C'est gentil. comme je te disais, j'aime bien les histoires. Alors c'est vrai que toi, tu n'es pas forcément... Alors on ne peut pas te décrire comme ingénieur du son, te présenter comme Ah ingénieur non, du son, mais plus comme celui qui travaille avec les ingénieurs du son, c'est ça. proche des ingénieurs du son, qui fait des machines. Alors voilà, tu vas nous expliquer, voilà. Alors déjà, Dis-moi tout. merci d'être venu Ah dans ben ce là, avec plaisir. studio que j'aime beaucoup, qui est un petit peu un de mes bébés. C'est-à-dire c'est un projet que j'ai pris depuis le tout début. On a dessiné les espaces avec Michel Deluc, j'ai dessiné l'électricité, j'ai dessiné le câblage, j'ai dessiné le mobilier du studio. Après j'ai tout fait évidemment réaliser. J'ai travaillé avec l'équipe traditionnelle, c'est-à-dire l'acousticien Michel Deluc et Gérard Billot d'ITA, qui est un de mes vieux amis de l'époque où j'étais ingénieur du son. Voilà. Donc effectivement, pour me définir, je dirais, dans ce milieu-là, je suis un technicien au service de la musique et du Ouais, son en général. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans ce que je fais, c'est d'être entre l'ingénieur du son, le musicien et, et la partie technique. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'ergonomie ouais. pour le travail des ingénieurs du son ou pour le travail des musiciens. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas dans le son pour d'autres choses, puisque j'ai déjà installé des salles de spectacle aussi, j'ai travaillé pour la télévision, j'ai installé des audis de mixage cinéma, Oui, tu as fait et tous les... ouais. toutes choses. En fait, je le dis souvent que je fais n'importe quoi dans la technique des métiers du son. Voilà. Donc avec toujours comme objectif premier l'ergonomie, faire en sorte que le poste de travail soit le plus efficace, on puisse travailler le plus rapidement possible, mais surtout le plus qualitativement possible. Voilà. Ce qui m'intéresse dans le son, c'est la qualité du son, c'est pas le volume. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le contrôle de créer des postes de travail pour qu'on puisse faire la meilleure musique possible ou le meilleur mixage de cinéma possible. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce côté architecture pour un travail précis. Voilà. Ouais. Et je ne ferai pas ça je ne suis pas cuisiniste qui se met à faire des jolis meubles parce que c'est bleu, parce que c'est du marbre, ou Ouais, ouais. parce que ça ne m'intéresse même pas. En fait, la forme m'intéresse parce que quand je dessine du mobilier, c'est pour qu'on puisse faire un certain travail, mais alors après, la finition, je ne suis pas architecte d'intérieur. Ouais, Par d'accord. contre, j'ai la Oui. chance de travailler avec des gens qui, eux, savent faire ça. Moi, si le tissu des murs, il soit rouge, bleu, noir ou marron, j'ai mon avis, bien Oui, sûr, voilà, après, mais ce n'est pas mon outil. c'est de l'esthétique, Donc après. si les Ouais. gens se font plaisir parce que c'est rouge, c'est Ouais. super. C'est super. Par contre, chaque fois qu'on dessine un meuble, il a des échancrures, il a une hauteur, il a un angle, il a des passages de câbles, voilà. Et c'est comme ça pour tout le reste du studio. Et si on fait le tour du studio ici, on verra par exemple qu'il y a des goulottes pour passer des câbles qui sont extrêmement larges, beaucoup trop larges. Mais c'était pour une certaine raison dans le projet, par rapport aux gens avec qui on travaille, parce que dans un projet comme Octavox, évidemment, on ne dessine pas un truc sur le coin de la table et puis c'est parti. Il y a des bureaux de contrôle, il y a des problèmes d'accès PMR, voilà, il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de choses à... Donc on crée des... Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. J'ai eu la chance dans ma carrière d'apprendre pas mal de choses qui m'ont beaucoup surprise. J'ai des connaissances en climatisation, alors que ce n'est pas mon D'accord. métier. Ouais. J'ai beaucoup de connaissances dans des choses de bâtiment, qui viennent de mon expérience, parce que voilà, j'ai fait beaucoup de projets. Voilà. Ouais, d'accord. Et comment c'est venu, ça, finalement? Comment t'es tombé là-dedans? Alors moi, je suis tombé là-dedans pour une raison très simple. Je voulais être musicien professionnel. D'accord. Et au moment où tu dois te décider dans tes études de ce que tu vas faire et tout, j'ai été paralysé des lèvres. Donc je Ah suis oui. trompettiste et je ne pouvais plus jouer. Ah merde, d'accord. Donc je me suis rendu compte que ça allait être compliqué.
mon père ne voulait pas du tout que je sois musicien professionnel, puisqu'il m'a dit qu'il ne fera pas un métier de saltimbanque. Ouais. Et donc, j'ai fait des études scientifiques parce que j'avais pas le choix, et puis de toute façon, c'était mon truc. Ouais, ouais, d'accord. Et quand j'ai été paralysé des lèvres, donc c'est l'année de mes 16-17 ans, je passais mon bac et il fallait choisir un métier. Et donc là, panique à bord, je n'avais jamais envisagé de faire un autre métier que d'être musicien. Et le seul truc, je me suis rappelé d'une chose, je me suis rappelé que un jour, j'avais été à la sortie d'un concert, j'avais aidé quelqu'un qui était tout seul à remplir un camion de sono. Et je le voyais tout seul en train de galérer. Je lui avais demandé bonjour monsieur, je peux vous donner un coup de main. Et puis on était devenus un peu copains, on s'était échangé nos numéros de téléphone, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Hein. J'avais filé un coup de main. Ouais, d'accord. Ah oui, et puis je me suis dit, mais en fait, si je veux rester dans la musique, bah, en fait, c'est un bon métier. Ouais. Donc je l'ai appelé, j'ai fait un stage de sonorisation l'été de mes 17 ans. J'ai fait un stage de sonorisation avec quelqu'un qui s'appelle Lionel Edan, qui a écrit quelques livres notamment. Ouais. Et ça a commencé comme ça. Et puis donc bon, j'ai pas fait grand-chose cette année-là à part continuer à faire des arrangements de big band parce que ça m'intéressait. Et puis l'année d'après, j'ai pu reprendre la trompette. Bon, j'ai compris que je ne serais plus jamais musicien professionnel, que c'était un risque qui était trop gros, que je ne pourrais pas faire ça. L'année d'après, je me suis dit quand même, l'endroit qui me plairait bien de travailler, c'est quel est l'endroit dans lequel je me serais bien pour travailler. Et puis je me suis dit, moi, la scène c'est bien, mais moi en fait je voudrais quand même continuer à apprendre à jouer de la trompette. Et je me suis dit, je vais travailler dans les studios d'enregistrement parce que c'est le seul endroit où entre midi et deux, au lieu d'aller manger, j'irai bosser ma trompette. Voilà. Excellent. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans les studios d'enregistrement. Donc l'été d'après, j'ai eu la chance de faire un stage dans un studio qui s'appelait Studio Damien, qui était donc à Boulogne-Billancourt, qui était un studio de variété superbe, dans lequel j'ai rencontré des personnes avec qui je suis toujours ami, dont notamment Philippe Le Gourdiol, qui travaille chez CTM, qui est le grand architecte du Pro Tools pour la musique et pour les audits de mixage. Et François Mercé, qui est parti après ça comme directeur technique chez Sony, puis qui était un des directeurs techniques, je ne sais pas si c'est exactement son poste, mais enfin il était à la tête de la partie son de Canal+. Voilà, qui est une grosse machine, Canal+. Ouais, ouais. Voilà, donc j'ai commencé à faire un stage. À la fin de ce stage, je me suis rendu compte que je ne comprenais rien. C'est-à-dire que je comprenais ce qui se passait au niveau de la musique. C'était extraordinaire, mais je ne comprenais rien à la technique. Et comme je ne comprenais rien à la technique, je voyais bien par quoi ça passait, je comprenais un peu tout ça. Puis j'étais avec des très bons ingénieurs du son qui ont pris du temps pour m'expliquer des trucs. Mais je ne comprenais rien, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Et l'année d'après, je me suis inscrit dans une école Je me suis inscrit à la fac en maths physique-chimie. Parce que je voulais faire une école de son, et à l'époque, il n'y avait pas le choix, c'était Louis Lumière, où il y avait aussi une maîtrise des sciences et techniques à Brest. D'accord, ouais. Et c'était un peu la façon d'aller pour pouvoir passer les concours. Puis ça ne m'a pas du tout plu, maths physique-chimie. J'ai remplacé ça par une autre école. Je suis allé faire de l'électronique. J'ai fait un DUT d'électronique à l'époque où ça valait quelque chose vraiment, puisqu'en fait, la plupart d'entre nous remplaçaient des ingénieurs en fait. Ouais. On faisait le boulot des ingénieurs après notre diplôme, mais moins bien payé, évidemment. Et puis l'électronique, ça ne m'intéressait pas du tout. Je n'avais jamais regardé l'électronique. Dans ma classe, j'étais le seul que l'électronique et l'informatique n'intéressaient pas du tout. D'accord. Et au début de l'année de l'école d'électronique, on m'a présenté un petit composant comme ça, un LS7400, des portes logiques. On m'a demandé combien ça coûtait. Et moi, j'ai dit 10 000 francs. Toute la classe a rigolé. Ils avaient fait pratiquement tous, maths sup, maths spé et une première année d'école d'ingénieur. Et ça valait bien 20 centimes. Tout le monde s'est moqué de moi. J'ai été piqué au vif et j'ai travaillé. D'accord. Ah ouais, d'accord. Et là, je me suis mis à l'électronique vraiment et à l'informatique industrielle, à l'assembleur, parce que c'était passionnant. D'accord. Voilà. Et en parallèle de ça, je faisais un stage pendant toutes mes vacances dans un studio d'enregistrement un peu particulier. C'était un mobile. Ouais. C'était un mobile très original, puis c'était un camping-car. Au début, c'était même une caravane. C'est devenu un camping-car. Quand j'ai atterri là-dedans, je me demandais vraiment ce qu'on pouvait faire là-dedans, parce que moi, j'avais été dans quelques studios. J'ai la chance d'avoir un oncle qui était
très grand musicien, qui m'avait amené un petit peu en studio, qui voulait que je sois musicien, m'avait amené un peu en studio. Donc moi, un studio, je ne connaissais pas le home studio. La seule chose que je connaissais, c'était Davout. Ouais, voilà, oui, oui. Voilà, donc, Ouais, oui. donc j'étais dans ce truc-là un petit peu méfiant. Je me suis dit, je ne vais pas rester à ce stage. Puis quand j'ai vu dans une pièce les bandes qui étaient archivées, que j'ai vu les noms de mes musiciens préférés, j'ai fait, oula, Ouais, il y a un truc. ouais. Et donc, je faisais des stages pendant toutes mes vacances, l'été, à Pâques, à Noël, chez ce monsieur, qui avait un labo de mastering, de pré-mastering CD. Donc, on était 8 ou 10 maximum en France à faire ça. On préparait, en fait, on faisait des copies de bandes, ou des copies de cassettes, ou des copies de vinyle, ou de mères de vinyle, ou de mères de 78 tours, qu'on reportait sur des umatiques, des cassettes umatiques vidéo qui étaient encodées en numérique pour la fabrication du compact disque. On faisait de la restauration sonore, on faisait aussi vraiment du mastering au sens du mastering d'aujourd'hui, égalisation, compression, Ouais. tout ça. Mhm. Mais on n'était pas beaucoup à l'époque. Et comme c'était un procédé qui coûtait très très cher, on n'était pas du tout beaucoup à l'époque. Et c'était un procédé qui était utilisé surtout par des gens qui avaient avant ça fait de la gravure de vinyle. Et donc j'étais chez un vieux monsieur qui avait un peu décidé qu'il allait former une dernière personne dans sa carrière. C'était un peu ce genre de deal-là. Et ça a super bien marché. D'accord. Aux premières vacances, il m'a dit Olivier, ça te dérange ce soir, on va terminer tard. Est-ce que tu peux nous filer un coup de main? Je dis oui, bien sûr. Le jazz, t'aimes le jazz? Et puis on est allé enregistrer avec le camion, on est allé enregistrer une superstar du jazz dans des clubs parisiens. Et j'ai passé à la fin de mon dernier stage, avant d'avoir mon diplôme, il m'a dit si tu as ton diplôme, je t'embauche. Ah oui. Je suis à 17h, Ouais. 17h30. Le lendemain matin à 10h, je signais mon contrat. Ah, trop bien. Et j'ai commencé chez lui comme ça. Et ça a été l'éclate pendant 4 ans parce que on enregistrait des fois 3 fois par semaine dans les clubs de jazz à Paris. Alors pour quelqu'un qui aime le jazz, Bah ouais, tu m'étonnes. c'est une belle expérience. Ouais. On enregistrait du symphonique. On allait tous les étés, on faisait en juin et en septembre, on partait enregistrer le Philharmonique de Monaco. Donc moi je faisais tout ce que je pouvais, même quand j'étais plus assistant pour y aller. Je partais avec mes palmes et je me levais à 6h du matin, Ouais. j'allais nager un peu, puis après j'allais plonger un peu, puis après c'est toute la journée au studio. C'était vraiment génial. Ah, excellent. Excellent. Et puis voilà, ça a duré pendant 4 ans. Et j'étais avec quelqu'un qui s'est vraiment bien occupé de moi. Ouais. Qui, quand il y avait une panne sur la console et qu'on pouvait le faire, il arrêtait tout ce qu'il faisait. Il m'appelait, il me disait Olivier, je te montre. Ah, excellent. Ah là On là. sortait les tranches. Ça, Et c'est- il me prenait c'est- les schémas et il m'expliquait. Il me disait, alors une boîte de direct, c'était pas un truc magique. Hein. Ouais. Comme j'avais fait de l'électronique, c'était. Il m'expliquait pourquoi on faisait comme ça, pourquoi on faisait comme ça, pourquoi. Alors il avait évidemment fait pas mal de réalisations acoustiques, alors qu'il n'était pas du tout un acousticien d'aujourd'hui qui fait des calculs dans tous les sens. Mais il avait un savoir-faire empirique avec un peu de calcul. Ouais. Et donc il avait fait pas mal de studios, pas mal de studios dans sa vie. Et donc c'était très vieille école, c'est-à-dire que c'était Oui, c'était. Oui. pas toujours très cool, Ouais. mais tu apprenais des choses incroyables et puis le personnage était en Ouais, fait c'est extrêmement sympathique. Ouais, ouais. Alors évidemment, il a fait quelque chose dans sa vie, c'est lui qui avait monté les studios Barclay. Donc, D'accord. qui a quand même été, je pense qu'à l'année, c'était en 54 ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'était quand même 70 tout ans. premier, oui, c'était avant. Et c'est ouais. le premier gros studio français, Ouais. et c'est lui qui a monté les studios Barclay. Et voilà, donc il s'est occupé, il avait fabriqué quelques consoles dans sa vie, puisqu'il avait fabriqué la console à lampe, puisqu'il avait aussi travaillé sur un projet en tant que technicien, sur le projet de la Comédie des Champs-Élysées. C'était plus ou moins une loge dans la Comédie des Champs-Élysées avec une console à lampe qu'il avait fabriquée, dessinée. Et puis il enregistrait toute la journée sur le plateau, et puis le soir, il y avait spectacle, on repliait les micros. Et puis il y avait le spectacle. Après ça, il a été... il a fait plein de choses, hein, mais il a été à Davout. Et à Davout, quand on rentrait autrefois dans Davout, puisque ça n'existe plus, dans le petit sas du grand studio, il y avait une photo avec Jacques Brel qui était posée sur une console. C'était une console Gilbert Prénom. D'accord, excellent. Voilà. Donc ça a été extraordinaire. Tous les jours, j'y pense. Hein, une exigence absolue. C'est-à-dire que c'est pas là. Ouais, c'est là. Ouais.
et avec quelqu'un qui le voyait à des kilomètres à la ronde. Donc, j'étais un garçon très bordélique. Ben, il a fallu que j'apprenne. Et puis, voilà, donc j'ai commencé dans ce studio qui s'appelait SEI, j'ai commencé au labo d'électronique. Ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, je voulais être ingénieur du son. J'ai commencé au labo électronique parce qu'il avait développé une machine de réduction de bruit analogique. Et donc, on faisait beaucoup de restauration sonore. C'était pas comme aujourd'hui où tu prends n'importe quel logiciel, tu rentres un son tout pourri, oui, tu c'est appuies sûr. sur 3 boutons et ça sort, il n'y a plus de bruit. Là, c'était C'est une autre très époque. compliqué et Ouais. pas aussi performant, bien sûr. Ouais. Et donc, en fait, il avait fait une machine, une espèce de compresseur expandeur avec des filtres qui bougeaient, variables, avec un système de VCA quand il y avait beaucoup d'aigus, qui ouvrait un peu, et puis quand il y avait moins d'aigus, ça disparaissait un peu comme faisait après le Dolby, Ouais. professionnel, hein, sur les magnétophones à bande. Et il voulait une version 3 voix, donc on avait développé une version 3 voix, et puis moi j'étais toute la journée en train de souder des trucs. Alors il m'a appris à câbler, il m'a appris, il m'a appris des tas de choses avec une exigence qui faisait que j'ai un peu souffert. Ouais, mais en même temps, voilà. Mais en même temps, voilà, C'est- l'exigence, je l'ai gardée. Ouais, c'est ça. Je l'ai gardée, j'y pense souvent. Voilà, donc j'ai travaillé 4 ans avec lui. Très rapidement, comme j'ai réussi, on était plusieurs assistants, et comme j'avais des patchs partout, et comme j'avais fait une école d'électronique et que j'avais bien pigé comment ça marchait, bah, j'étais toujours là un peu à aider les autres pour les patchs, les trucs et les machins. Et puis un jour, il m'a dit, bah écoute, ça t'intéresse bien, je sais que tu t'entraînes le samedi. On était fermé le samedi et dimanche, c'était une heure rare dans les studios. Et tous les samedis, je venais m'entraîner avec les machines qu'il y avait pour faire des montages de mastering, parce qu'on avait des bancs de montage, qui est un truc aujourd'hui, tout le monde fait du montage, mais à l'époque, ça n'existait que chez certains. On faisait du montage en numérique, c'était compliqué et très lent. Et puis un jour, j'ai fait une bêtise. Je suis arrivé un lundi matin au studio en me disant, je suis venu à 7 h du matin en me disant, il faut absolument que j'arrive avant, j'ai laissé traîner quelque chose. Et en fait, la semaine d'avant, Eric Leland était venu faire un pré-mastering d'un disque qui s'appelle New York. Et moi, je suis fan d'Eric Leland. C'était un disque qui avait été fait en plus avec toute une bande de musiciens. Il y avait Mike Stern, Ah ouais. il y avait, enfin, c'était que des super grosses pointures. Paco Siri à la batterie. Enfin, c'était un truc de dingue. Et donc moi, je m'étais entraîné, en fait. J'avais pas le droit. Je m'étais entraîné j'avais fait une copie du master, en numérique, hein, donc sans perte. Et puis je m'étais entraîné à faire les montages. Et puis j'avais retouché 2-3 trucs. Enfin voilà, j'avais bien bricolé. Et puis le lundi matin, quand j'arrive à 7 h du matin, mon patron était déjà là, il était en train d'écouter. Et là, je me suis dit, je suis mort. Et en fait, la personne qui faisait le montage dans ce labo-là était plus passionnée d'électronique. Et ça tombait bien parce que suite à cet incident-là, c'est moi qui me suis retrouvé derrière les machines. Et l'autre personne, Thierry, s'est retrouvé à l'électronique. Et là, voilà. Et puis pendant des mois, j'ai fait de la restauration sonore de toutes sortes de choses. Je pense que j'ai fait au moins 2 mois d'accordéon. Ah ouais. Je n'aimais pas ça. Je connais tout le répertoire maintenant. T'es vacciné. Mais non, je ne suis pas vacciné parce que je joue souvent avec des accordéonistes. Ouais. Du coup, c'est pas mon instrument préféré, sauf quand c'est joué par Ludovic Beyer ou forcément. ou Marbert Toumieux par exemple. Mais l'accordéon musette, c'est pas la chose que je préférais. Par contre, il y a des gens qui jouent extrêmement bien et quand c'est bien fait, c'est super. Et donc j'ai retouché à légaliser des accordéons alors que je connaissais pas très bien l'instrument. Et j'avais un patron qui tous les soirs avant de partir, s'écoutait une demi-heure de ce que j'avais fait dans la journée au casque. Ah oui. Et qui me mettait des notes pour le lendemain. Là, trop de ceci, là, trop de ça, là, ouais. trop comme ça. Et donc, une école bien exigeante. Bon, après, cette aventure s'est arrêtée parce que mon patron, chef d'entreprise, a racheté un nouveau bâtiment pour construire un studio et la guerre du Golfe est arrivée. Et la guerre du Golfe, ça a bloqué
le circuit du disque. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été mis dehors de leur maison de disques et tout. Et nous, on n'avait pas de boulot. Et l'entreprise était très saine, mais il fallait rembourser les crédits. Et bon, l'aventure s'est arrêtée là, quoi. Cette aventure m'a permis d'aller faire des choses très différentes. J'ai cherché du travail comme tout le monde, hein. Et j'ai un copain à M6 qui m'a appelé, qui m'a dit on a besoin d'un technicien vidéo. Je lui ai dit mais je connais rien. Il m'a dit non mais tu vas voir c'est un boulot pour toi. Et je me suis retrouvé à faire bêta-cartiste. Alors bêta-carte, c'est quelque chose que plus personne ne connaît aujourd'hui. C'est un serveur, mais c'est pas un serveur informatique, c'est un serveur de cassettes. Hein, de cassettes vidéo à bande. Ouais. Et en fait, à l'époque, on programmait dans un langage proche de l'assembleur. Donc c'était pour moi, on faisait dièse 16 F égale je sais pas quoi, ça voulait dire la cassette qui est dans l'emplacement numéro 4 va aller dans le player 1 et on va la diffuser à l'antenne. Et alors tu avais un robot qui prenait la cassette, les cassettes descendaient, ça se mettait dedans. Trop fort. Et ça partait au moment où tu voulais. Ouais. Alors c'était très très chaud parce que c'était de la mécanique. Ça plantait assez facilement. Ouais. Et le matériel n'était pas tout neuf, puisqu'on m'avait embauché, c'était les débuts de la télé numérique, on m'avait embauché pendant que les anciens bêta-cartistes apprenaient un système qui s'appelait, je crois, AirPlay, qui était fabriqué par Avid, me semble-t-il, ou en tout cas une société qui a été rachetée par Avid. Et ils apprenaient ça, et donc pendant un an, moi je faisais le journal du 6 minutes le matin, et c'était un journal en direct. Ouais. Donc il y avait une petite pression, ça ressemblait à la sono, on va dire, où 5 minutes avant ça ne marche pas, mais il va bien falloir qu'il y ait du son. Il y avait une petite pression, c'était très bizarre à utiliser parce que c'était un assembleur avec un écran vert, un petit écran. Ouais. C'était pas très convivial, mais c'était très sympa. Puis c'était de la télévision, c'est-à-dire qu'il y a des intercoms. On avait Serge Molitor qui présentait l'émission à l'étage au-dessus avec un caméraman qui faisait office de preneur de son en même temps. Moi, j'avais le son, j'avais toutes les sources. Il y avait des commutations partout. Avec tout le monde, on se parlait avec une régie finale qui était à quelques centaines de mètres. Donc c'était des intercoms d'enfer. Quand je suis arrivé là-bas, je ne suis jamais rien comprendre. Et en fait, au ton des gens, tu savais pour qui était l'ordre voilà. C'était passionnant, mais c'était pas du son. Alors j'ai eu la chance d'arriver dans un studio un soir. J'ai mon ami Gérard Billot qui travaillait avec moi chez Gilbert Prendron, qui réparait un peu la console. C'était pas un vrai électronicien, il était passionné de ça. Puis il voulait absolument être ingénieur du son. Quand on lui a dit tu sais réparer la console, il a dit oui. Et puis il y est allé, comme c'était un malin, il s'en sortait pas mal. Et puis un soir, on est allé au studio de la Seine. On avait décidé de sortir, ils étaient en panne, on a fait un crochet. Et puis à minuit, je dis écoute, Gérard, quand est-ce qu'on y va? Et puis j'ai pris les plans, puis je l'ai aidé. Je me suis rappelé que j'étais électronicien en fait. Bah oui. Je l'ai aidé, et puis j'ai fait change le truc, regarde, pin 6 de IC7. Toc toc. Et puis comme ça, on a fini vite. Puis quelques jours après, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, il s'appelle toujours Daniel Brunetti m'a appelé en me disant bonjour, l'assistant du studio m'a dit que vous avez l'air de bien vous débrouiller. Je vais savoir si quand Gérard n'est pas là, si vous pouviez venir nous donner un petit coup. Alors, j'ai appelé Gérard qui m'a dit oui, bien sûr. Gérard Billot a monté une boîte d'édition, je l'ai aidé à monter cette boîte. On posait des prospectus, une boîte d'édition musicale, et puis il ne voulait plus faire de studio de la Seine. Il a quitté le studio de la Seine, j'y suis rentré, puis le studio de la Seine m'ont engagé. D'accord. J'y suis resté à peu près 3 ans. Alors c'était les studios de la Seine, Roots, c'est pas les studios de la Seine d'origine. Oui, de l'époque, ouais. Parce que aujourd'hui, il y a des cabines partout. Là, au départ, il y avait deux cabines, plus, on va dire, il y avait 3 régies, dont une qui était un bout de couloir avec une Nive 51, où quand tu t'asseyais derrière et que tu fermais la porte, 2 minutes après, il faisait 50 degrés. Ouais. Et il y avait une sublime console, il y a une JH536 MCI, qui était complètement rincée. Il y avait cette Nive 51 qui était
complètement rincé avec un technicien qui aujourd'hui est acousticien à l'INA qui changeait les condensateurs toute la journée. Alors je regardais ça en disant, oh, quelle punition. Je ne savais pas que j'en ferais quelques milliers dans ma vie. Et cette MCI qui était toute pourrie, évidemment on a changé les condos, on a changé les switches, enfin bon. Et j'ai appris en fait à faire vraiment faire de la maintenance de console, je dirais de façon obligée sur cette console-là. Et puis à la modifier, puis je me suis aperçu que les studios ils avaient été montés par des gens qui ne savaient pas vraiment, ils ne savaient pas, en tout cas on ne leur avait pas appris ce que moi j'avais appris. Donc j'ai refait une grande partie du câblage, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis c'était un des premiers studios pas chers, donc il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc il fallait être très très malin. Et Daniel Brugnetti s'en est sorti très haut la main. Et à un moment, il y a un studio qui fermait, il a reloué tout l'ensemble du matériel, puis il a fini par l'acheter. Et on s'est retrouvé donc avec un 24 pistes Studer à 80 qui tournait un peu comme il voulait, pas beaucoup de périphérie et cette vieille MCI. On a construit une deuxième cabine, et dans cette deuxième cabine, on a mis la NIF V3 qui est toujours là-bas, avec un 3348. Un 3348 à l'époque, il y en avait pas beaucoup en France, hein. Je ne sais pas combien il y avait de studios, mais peut-être 5 qui pouvaient se payer ça. Donc ceux de la scène, du coup, sont montés en gamme. Moi aussi, parce que du coup, j'ai appris encore plus de câblage. Et puis c'était vraiment le premier studio où je participais depuis sa création, depuis le béton. Ouais. Ah oui, d'accord, oui. Donc là, j'ai appris plein de trucs, les passages de câbles, j'ai rencontré des gens, et puis là, je me suis dit, c'est absolument génial, j'adore ça. Je l'ai gardé dans un coin de ma tête, je me suis dit, tiens, je travaillerais bien dans une équipe pour fabriquer des studios d'enregistrement. Donc je suis resté 3 ans, un peu plus de 3 ans au studio de la Seine. Et puis un jour, je voulais partir, en fait, j'avais un peu fait le tour de ça, je voulais absolument en fait travailler dans un studio qui avait une SSL. Ouais. Donc j'ai demandé à la personne qui s'occupait des CSL France, qui s'occupe aujourd'hui, qui a un très haut poste chez SSL, qui s'appelle Philippe Guérinet. J'ai demandé à Philippe Guérinet, j'ai dit, écoute, je sais qu'il y a un stage, je voudrais me payer ce stage. Et puis Philippe Guérinet m'a dit, ouais, c'est pas mal, c'est pas inintéressant, parce qu'il y a un studio qui se monte, il faut avoir besoin de quelqu'un. Bon, j'y suis pas allé dans ce studio-là, évidemment. Je suis allé dans un autre studio, mais ça a fait parler. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de François Mercier, que je n'avais pas vu depuis un moment, que je voyais parce que c'est lui qui faisait la maintenance des 3348, mais que je n'avais pas vu depuis un moment, qui me dit, écoute Olivier, je sais que tu veux changer d'endroit, tu vas aller dans un endroit où il y a une SSL, ne va pas dans le studio qui se monte, il y a un autre studio, j'ai parlé pour toi. Puis j'ai reçu un autre coup de téléphone, c'est Pierre Antonini. Alors Pierre Antonini, je ne sais pas si tu sais qui c'est. Pierre Antonini, c'est... Le nom me parle, oui, mais... Pierre Antonini, c'est la personne qui dessinait en fait les consoles plus 30. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, c'était la vraie tête pensante de l'électronique, de l'électronique des consoles plus 30, et puis des périphériques plus 30, puisqu'il y avait un très bon compresseur, il y avait des noise gates, il y avait pas mal de choses. Et donc il m'appelle et qui me dit, écoute Pierre, voilà, je sais que tu connais mon fils, voilà, on a parlé, je voudrais te poser quelques questions. Il me pose quelques questions. Et puis quelques jours après, François Mercier me dit, écoute, est-ce que tu peux te rendre à cette adresse à telle heure? Quand j'ai vu que c'était l'adresse de plus 30. Ouais. Belle aventure. J'avais essayé d'y être ingénieur du son, je m'étais fait... J'avais pas franchi la porte. Là, j'y allais avec un rendez-vous. Et en fait, on m'a proposé la direction technique de plus 30. Alors j'ai été un peu transpiré au début. Ouais, bah ouais. C'était un studio avec... il y avait 3 grosses cabines. Je passais de la structure de Daniel Brugnetti où c'était familial et beaucoup les copains. Là, c'était pas les mêmes, hein. Les premières semaines où je me suis retrouvé dans ce beau studio, les clients c'était Simple Minds, c'était Dépêche Mode. Ouais. C'était pas du tout la même clientèle, quoi. Et pas la même exigence. Ça m'allait très bien. T'avais l'habitude, enfin t'avais l'expérience. En fait, j'avais appris ça, moi. Ouais. Sauf que je ne connaissais pas les SSL. Il y avait deux 4000
qui était une très grosse déception pour moi parce que je pensais que c'était une console absolument incroyable, d'un son incroyable, et en fait, bon, pas du tout. J'avais toujours été sur des consoles maison ou des Ouais, Nive. c'était, ouais. Et là, c'était pas du tout pareil. Il y avait une Nive, donc ça, c'était pour moi, c'était le point facile. Le point facile, c'est qu'il y avait la même que celle-là, en fait, avec le patch à droite. Non, oui, à droite au départ. Et c'était assez facile. Par contre, c'était une grosse boîte. C'est-à-dire qu'il fallait gérer des tas de choses, comme la téléphonie. Ah oui. Parce que les téléphonies étaient payantes à l'époque. En plus, je commençais ma journée en relevant en imprimant tous les relevés téléphoniques, enfin les facturations téléphoniques pour que la comptable le fasse. C'était un gros bâtiment, donc la première chose que je faisais le matin en arrivant, je faisais un tour avec mon cahier pour voir s'il manquait des lampes. C'est parce que Ah plus ouais. 30, c'était nickel. C'était vraiment nickel. Ouais. On repeignait tout le temps. On changeait, Ouais. on changeait les consoles. Enfin, c'était vraiment Il y avait un suivi, incroyable. quoi. Ouais. Et il y avait beaucoup de machines. Il y avait beaucoup de machines. Donc voilà, je suis resté là-bas à peu près une dizaine d'années. Alors c'était 10 ans incroyables parce que c'était dans une période incroyable. Parce que Oui, t'es arrivé, ouais. les projets, je parlais pas très bien anglais, je parle toujours pas très bien anglais, mais je me débrouille dans le monde entier maintenant avec un petit accent basque. mais là, j'ai pas eu le choix. Hein. Ouais. Ah bah C'était, oui, ouais. enfin, je veux dire, et puis les clients, tu faisais, tiens, j'ai cru voir passer Iggy Pop. C'était ça, quoi. C'était un peu ça. C'était un peu ça. En fait, c'était un peu. Ouais, c'est un autre monde. Le patron de Plus 30, Claude Saakian, s'enorgueillait que quand on prenait le top 50 français, il y avait les 4/5e de ce qui était inscrit, qu'il soit anglais, américain, australien ou français, c'était nos clients. Là-bas, putain. Voilà, c'était nos clients. Donc, j'ai été embauché principalement parce que il fallait installer une nouvelle console. Voilà, et puis il voulait un autre technicien pour faire ce projet-là, donc j'ai remplacé un autre technicien. On a installé une 9000 en fait. Donc là, j'ai découvert aussi un monde de l'installation lourde de consoles, parce qu'installer une 9000, c'est pas rien. Ouais. Et donc j'ai démarré sur les chapeaux de roue avec plein de choses, et puis donc j'ai passé 10 ans là-bas, à gérer des projets en amont, à réparer les consoles, à faire des modifications, à m'occuper aussi on changeait souvent les studios. C'est-à-dire que par exemple le studio 2, quand je suis arrivé, c'était une catastrophe. Il a été refait une première fois. On a refait l'avant avec Christian Malcure, avec des Genelec. Et puis on a refait quelques années après une version sublime en 5.1 avec des très grosses ATC, avec des ATC sur mesure à l'arrière. On en a fait Christian a dessiné un truc extraordinaire. On a travaillé sur un projet. Et donc j'ai appris à lire les plans de l'architecte, à redessiner dessus, à comprendre que la clim dans un studio, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi on fait arriver l'air là, comment on fait, comment on l'intègre. Tout un tas de Voilà. détails. Et Ouais. qui m'ont servi par la suite. Voilà. Et pendant ce projet, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. À un moment, je pouvais m'exprimer. J'avais la chance d'avoir un patron qui avait fait une école d'électronique, qui avait été un ancien réalisateur et ingénieur du son de haut niveau. Donc on pouvait se parler de choses techniques. Et c'était un gestionnaire. Ouais. C'était un vrai gestionnaire. Et donc on pouvait parler de choses techniques. Et donc à un moment, je lui ai dit, voilà, la Nive en bas, je vois pas ce qu'on peut mettre à la place, mais il faut absolument l'agrandir. Donc je lui dis, voilà, soit on rajoute un bac de 12, soit carrément, comme on faisait à Plus 30, c'est-à-dire qu'on remplaçait souvent les consoles pour avoir des choses nickel. Et donc, on fait venir les gens de chez Nive pour avoir une 72. On avait une 60 VR et on voulait une Nive 72 VX, donc une noire. Ouais. Ce qui est pratiquement la même console, mais en noir, Ouais. on va dire, avec quelques options en plus. Et sont venues 2 personnes. Le directeur commercial de l'époque, de chez Nive, et puis un ingénieur qui bossait pour Nive. On me l'a présenté comme ça. Et puis bon, j'ai expliqué le projet technique, j'ai expliqué ce que je voulais faire, pourquoi ça. Et puis est arrivé le moment de l'argent.
Il fallait parler argent et moi je parlais pas d'argent. Et puis c'était en plus, bon, on formait un espèce de duo. Moi j'étais le technicien. C'était un peu le noir et le blanc, le gentil et le méchant. Enfin, il y avait un peu de ça. Et puis c'était un négociateur. Claude Sakian, c'est un négociateur de première classe, hein. Il peut vendre des frigos aux Esquimaux, ça, il n'y a pas de problème. Et on m'a laissé un peu avec le technicien. Alors, le technicien rentrait dans mon bureau, puis dans mon bureau, il a vu que je collectionnais les préamplis. Je suis un fan de préamplis depuis toujours, donc je collectionnais des préamplis. J'avais des machines des années 60, 50, 70 partout. C'était pas la mode en plus. On était en 97 ou 98. Et puis, il me dit « Ah, super, ça t'intéresse ?» Puis il me dit « Ah, tiens, j'ai un problème en ce moment sur un projet. » Et puis, il commence à prendre, il me dessine un truc avec des amplis. Puis il me dit « Qu'est-ce que tu ferais ?» Je dis « Mais ça peut pas marcher, il manque ça. » Il me dit « Ah oui, t'as raison. Oh, attends, j'ai mal dessiné. » Et puis, en fait, j'ai carrément été auditionné, mais je ne le savais pas. Ah ouais. Et le soir même, quand les Anglais sont partis, Claude Sakian m'a dit ils ont oublié un document. Toute une liasse. Il me dit, écoute, je te le laisse, c'est des dessins et tout ça. Et ben, je lui dis, donc je prends le truc, je dis, mais je les ouvrirai pas parce que si c'est quelque chose de confidentiel, je veux, c'est confidentiel, c'est pas pour moi, c'est un oubli. Donc je range tout ça. Et l'usine me rappelle, cet ingénieur de chez Nive me rappelle, il me dit « Ah là, j'ai oublié un truc ». Et je lui dis tout de suite, je lui dis « Ne t'inquiète pas, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est embêtant parce que c'est un nouveau projet ». Je lui dis « Écoute, je suis désolé, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien regardé, je n'aimerais pas qu'on regarde dans mes dossiers, je n'ai pas regardé les vôtres ». Et donc il est venu chercher les documents, et en fait il n'est pas venu chercher les documents, il est venu en fait nous dire que on a signé un petit agrément, un non-disclosure agreement, et ils nous ont expliqué un projet, ils nous ont dit voilà, on cherche un partenaire dans le monde qui veut une nouvelle console, et on vous propose de travailler avec nous sur le nouveau projet qui s'appelle Barchetta. Et sur le projet Barchetta, donc, ils nous proposaient de nous prêter un 12 voix de plus, d'installer le patch d'une nouvelle console qu'on leur commanderait à prix ultra préférentiel, hein, ça c'est très clair, et de travailler sur du bêta-test et plus. D'accord. Et donc là, c'était assez éclatant parce que je revenais le matin installer des tranches de Nive VR en numéro 72 qui avait l'allure d'une tranche de Nive VR. Et puis j'essayais des trucs de son, de machin. Et puis il y a des boutons sur la Barchetta hein, qui viennent des discussions que j'ai eues avec eux. Puis après, j'ai dessiné le synoptique du système d'écoute 7.1 et ainsi de suite. Et donc, je me suis éclaté. J'ai fait des essais de préampli pour eux. Voilà, ça a duré 2 ans et demi. Et donc, ce projet a fait qu'on a eu une 88 heures. Parce que Barchetta, c'était en fait le projet 88 heures. Ce projet s'appelle Barchetta parce que Robin Porter, qui est le chef ingénieur chez Nive, en fait, avait une Barchetta. Il avait restauré une Barchetta Ferrari. Voilà. Okay. Donc ça s'appelait Barchetta au début. Voilà, donc à la suite de ça, je me suis dit, attends, moi aussi je vais aller jouer. Donc j'ai commencé à jouer. En 2002, j'ai monté une société sans argent. Sans pièces, sans rien. Voilà. Je me suis dit, je vais pas attendre, j'y vais. Et je suis parti monter une société qui s'appelait The Audio Company pour faire des machines. Et puis, accessoirement, comme j'avais pas d'argent, je faisais discrètement des piges dans d'autres studios, pas chez mes concurrents, bien sûr, je n'allais pas à Mégane ni à Guillaume Tell, mais je faisais un petit peu de réparation. En gros, je travaillais au moins une ou 2 journées sur les projets électroniques de design, et je faisais par semaine, et puis la semaine d'après, j'allais dépanner une Nive, une SSL, une AMEC, une n'importe quoi. Ça me permettait de payer des pièces pour continuer tout ça. Et donc j'ai monté ce projet-là. Au début, c'était un préampli à lampe, avec des lampes qui ne se fabriquent plus depuis 50 ans, avec une idée très très différente. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Puis en fait, à un moment, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un compresseur? C'était vraiment la partie, je l'ai dépanné les compresseurs, mais je ne comprenais pas très bien comment ça marchait.
j'avais pas saisi, enfin, parce que c'est assez subtil en analogue, un compresseur. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont tous tellement différents. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un compresseur. Puis je suis parti en vacances. J'ai fait semblant d'être fatigué l'après-midi pour aller faire une sieste, pour dessiner des trucs. Et puis j'ai pris 15 jours de vacances dans l'été pour fabriquer un prototype. Le prototype, je l'ai amené à Puce-30, si je ne pouvais pas l'amener ailleurs. Bah oui. Je l'ai amené à Puce-30, on l'a essayé. Je me suis dit, ils vont me dire que c'est naze. Et puis les ingénieurs maison, les assistants, ont trouvé très bien. Hein, Jean-Paul Gonod, Yann Arnaud, Julien Delfaux, voilà, tout ça s'est passé un peu à ce moment-là. Ils ont trouvé ça très bien. Et puis un jour, ils l'ont prêté à un client qui s'appelle, un ingénieur du son qui s'appelle Tom Durac. Tom Durac, c'était, de ce que je sais, bon, il a travaillé pas mal avec les B-52s. Il a été assistant et ingénieur maison. Comment ça s'appelle ce studio, Power Station. Ouais. Donc il a travaillé avec un guitariste qui fait des gros riffs et qui fait des très grosses prods dans le monde entier, hein, le guitariste de Chic. Et voilà, donc qui m'a dit c'est vachement bien, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Bon, écoute, ok, super. Alors c'était un prototype fait avec le châssis, c'était de la récup de ce qui partait à la poubelle de Plus-30. Enfin, c'était tout de la récup de partout. Puis j'avais acheté quelques composants et puis je bricolais là-dedans. Et à la suite donc il a fait un album, je ne sais plus avec qui, peut-être Dao, il s'occupait de Dao en France à l'époque. Et il me rappelle, 15 jours après, il me dit, je suis à Méga, est-ce que tu me prêtes le compresseur? Et je dis, là c'est chaud. Parce que Méga, c'était le studio à abattre pour Plus-30. Ouais. Hein, j'avais été un peu embauché pour ça. Et donc j'ai demandé l'autorisation au patron qui m'a dit ouais, c'est pas un problème pour Tom, on peut le faire. Donc j'ai été à Méga, j'ai prêté mon truc. Et puis un mois après, Tom Durac me rappelle, il me dit je suis au Japon. J'arrive pas à faire le même son dans le studio. Alors il était dans un super studio. Donc j'ai expédié la machine au Japon. Et puis là, je me suis dit, tiens, ça marche pas mal alors. Alors on a fait une 40aine d'albums à Plus-30 avec ce truc-là. Et en fait, moi, j'avais pas envie de devenir constructeur de machines. J'avais fait ça, j'avais monté une boîte pour être constructeur de machines, mais c'était pas mon truc. À l'époque, j'ai acheté une maison, j'ai fait des travaux, j'ai rangé tout ça. Et Christophe Bouillot, avec qui que j'avais un petit peu aidé pour monter Audio Addict, hein, j'avais servi de caution technique auprès des fabricants. Me dit, écoute Olivier, j'expose avec plein de gens bien, hein, avec Jonathan Little de Little Labs, il y avait des super produits. Il me dit, je t'ai pris un stand. Ah bon? J'ai dit, mais tu sais, il me dit, non, mais je l'ai entendu ton prototype, je veux que tu le fasses. Donc je me suis retrouvé dans un cauchemar parce que j'avais perdu les plans. Ah oui, ouais, ce que tu me disais. Et j'ai tout démonté, mon ancienne machine. Pour faire du reverse engineering. Alors évidemment, il t'en reste quelque chose dans la tête de ce que tu as fait 3 ans avant ou 4 ans avant, tu vois, mais bon, les valeurs des résistances, les trucs, les machins. Bon, alors évidemment, quand tu fais de reverse engineering d'une machine que tu as conçue, tu vois aussi tu refais des modifs dans les modifs. Hein. Tu mets à jour, quoi. Tu fais, là, j'aurais peut-être pu faire autrement. Voilà. Et j'ai refait le truc, et la veille du salon, donc, puisqu'il y avait un AES à Paris, il m'a gentiment prêté J'ai demandé qu'un mètre carré, je me souviens, parce que j'avais honte en fait. J'avais honte, je me suis dit, mais attends, il y avait que des super pointures. Hein. Oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? J'ai demandé un mètre carré en me disant, si c'est pas bien, je remplis mon truc et je m'en vais. Et bien, donc je fabrique la machine. La machine, j'ai reçu les faces avant, parce que le taulier avec qui je travaillais pour d'autres trucs, avait pris ça un petit peu par-dessus l'épaule, et il m'a livré dans l'après-midi, la veille du salon. J'ai monté la machine. À minuit, j'avais enfin le système d'éclairage. J'avais un système qui faisait que ça passait en rouge. L'éclairage du mètre passait en rouge quand on dépassait un certain niveau, et sinon il était bleu. C'était un truc qui se faisait pas trop à l'époque. Quand j'ai installé un truc d'éclairage, j'ai fait une bêtise. J'étais crevé, j'ai soudé un truc pas au bon endroit, j'ai cramé les alimes. Et donc, à 1h du matin, la machine marche enfin. Je suis dans un état second, en train de mettre du gain pour que ça devienne rouge. Je faisais rouge, bleu, rouge, bleu. J'ai réglé la machine, j'avais mon audio précision. Voilà, ça allait, mais j'ai même tout ce qui me servait à écouter était empaqueté pour le salon. J'ai rien écouté.
J'ai pris ma voiture, j'étais installé, tout le monde était installé de la veille. Moi, je suis arrivé au dernier moment avec un truc j'avais tout bien préparé mon coup, Ouais. hein. Tout était bien emballé, il n'y avait plus qu'à mettre les machines dedans et puis tous les connectiques, tout était prêt, les systèmes de casques, les casques, enfin tout était super prêt. J'arrive avec mon petit truc, on me le pose sur le meuble que j'avais demandé et je mets un casque, j'entends qu'il y a du son, j'entends que ça fait le truc là. Je pose le casque et je vois arriver 2 personnes que je connaissais dans l'allée Ouais. qui font « Olivier !» Donc ça se met à parler anglais. Ouais. Ils me disent « Comment tu vas ?» Ils me font mais, tu fais des machines ? Oh, laisse-nous essayer ça !» Eh bien, les deux premières personnes qui ont essayé ce qui a servi à faire la série, puisque je l'avais jamais écouté, Mmh. Ouais, bah oui, c'est que Al t'as- Schmitt et Georges Massenbourg. Ouais, rien que ça, ouais. Et là, encore une petite transpiration. Ouais, tu m'étonnes. Et puis Georges enlève son casque, il me dit c'est génial, j'ai jamais entendu un truc qui faisait ça. On discute après de plus 30, machin, parce que moi je connaissais Al Schmitt qui était venu à plus 30, avec qui ça s'était très bien passé. Et puis j'avais rencontré Georges plusieurs fois, mais pas à plus 30. Donc ils m'ont ramené tous les gens qui connaissaient, tous les Américains qui Ouais, étaient là, c'est- ils me les ont ramenés sur mon stand. Après j'ai eu les designers des concurrents qui sont venus écouter. Oui. Parce qu'effectivement, ce que j'avais fait, ça ne ressemblait pas à ce que faisaient les autres. Eh oui. Et puis c'est parti comme ça a dérapé très vite. J'ai Hervé de Caro, qui était à l'époque le patron d'Innovation, qui m'a offert une place sur un stand aux États-Unis, à San Francisco. Et puis c'est parti, le truc m'a échappé un peu. Et puis j'ai fabriqué quelques Dynax, hein, c'est allé assez loin. J'ai des gens comme Madge qui m'ont fait des coups pendables. Madge m'appelle un jour, il m'avait acheté une machine pour les tournées. Je dis attends, c'est pas une machine qui était prévue pour faire des tournées. Vous les essayez sur des petits projets, machin et tout. Puis en fait, le premier projet qu'il a fait, c'était je crois que c'était Johnny au Stade de France ou un truc comme ça. C'était en sortie de la console numérique, juste avant les amplis, quoi. Donc je me suis retrouvé avec un peu de pression, voilà. Et puis bon, évidemment, ça s'est bien passé. Il m'en a acheté, je crois qu'il a dû m'en prendre une dizaine à l'époque. Il est parti faire Prince après, en tournée. Un jour, il m'appelle de l'avion, il me fait j'ai pris que ça, j'ai que ça avec moi. Tout le reste, c'est la loc. Voilà, bon, voilà. C'était le truc m'a échappé un peu. On a fait des beaux projets. C'était super. Puis j'ai fait aussi, très vite, je suis parti faire un autre truc. Quand j'étais jeune assistant, je suis passé devant une vitrine à Pigalle, à l'époque où il y avait plein de magasins de musique. Et j'ai vu un petit truc en rack. C'était des API. Ouais. Et j'ai trouvé ce concept absolument génial. Je suis rentré dans le magasin pensant que je pourrais m'en payer un. Et comme un module API, ça coûtait à l'époque 2 mois de salaire, je les ai regardés. Et je me suis dit, mais j'en aurai un jour. Et donc, quand j'ai monté après le Dynax, le projet que j'ai eu juste après, c'est de faire un home studio, enfin tout pour le studio en série API. Donc j'ai fait des préamplis qui existent toujours dans de nouvelles formes, mais j'avais fait des sommateurs jusqu'à 26 entrées en sommation. J'avais fait des DI, enfin on pouvait enregistrer. Moi je me souviens d'avoir enregistré le Big Band dans lequel je jouais avec 2 petites lunchbox de 6 API. Et on avait tous les préamplis qu'il fallait pour faire ça. Et on avait le système d'écoute, il y avait le toggle back. J'avais dessiné des trucs, mais c'était tellement en avance que les préamplis, j'en vendais, mais le reste, les gens ne comprenaient même pas. Ah ouais. Il y avait des sub-D en face avant, enfin, c'était assez... on n'était pas, commun, quoi. pas du tout comme aujourd'hui, où aujourd'hui, je pense que je les ressortirais, je les vendrais. Mais bon, une chose qui est faite, c'est une chose qui est faite, c'est pas la peine de revenir dessus. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Et donc quand j'ai fait cette chose-là, j'ai continué à... Puisqu'à plus 30, on refaisait en gros un studio tous les ans et demi, ou tous les 2 ans, ça dépendait. On avait construit des studios dans des appartements. J'avais exploré plusieurs concepts très personnels. Le concept de la Nive dans un appartement avec des pièces qui servent à faire des prises avec des XLR dans la salle de bain pour pouvoir mettre un micro. J'avais exploré un concept qu'aujourd'hui, qui est pas mal utilisé, mais qui était très personnel à l'époque, avec des idées un petit peu dingues. Avec dans tous les plafonds, il y avait
comme des spots dichroïques, sauf que c'était des haut-parleurs. Donc quand on cherchait un musicien, on avait sur la Nive, on pouvait pas l'appeler dans les toilettes, mais on pouvait l'appeler partout ailleurs. Voilà, dire bonjour, tu peux revenir, on va refaire les guitares. Voilà. Ouais. Enfin voilà, j'avais des idées un peu. Voilà. Donc Plus 30 était un beau labo. Le Cieux de la Seine était un super labo parce que c'était très amateur à l'époque. Et donc, comme j'avais une connaissance, j'avais un savoir qu'on m'avait transmis, que les autres n'avaient pas forcément, Oui. je pouvais faire des expérimentations, j'en ai fait pas mal. Et à Plus 30, je pouvais faire des expérimentations, surtout parce que j'avais du budget. Donc, on choisissait, on avait plusieurs réunions par an avec le Sakian, et on choisissait le matériel. Je venais avec une proposition. C'était un truc de dingue. Plus 30, j'avais. On a eu les 3348 HR. Au début, il y en a eu que 3 de fabriqués. On en avait 2. Ah oui. Voilà. Hein, les HR, c'était des 48 pistes à bande numérique 24 bits. Donc c'était une machine absolument géniale. Ça valait pas du tout le prix d'un Pro Tools. Ça valait tellement plus cher. On avait des Pro Tools aussi, parce qu'on on a eu des Pro Tools très très tôt, et notamment des 24 pistes très très tôt. Donc en fait, c'était le magasin de jouets. À partir du moment où c'était justifié, où on allait avoir une retombée financière, on en discutait, et puis on achetait. Voilà. Donc j'ai installé quelques paires d'ATC. Enfin bon, c'était vraiment très très bien. Puis on avait les plus belles consoles du monde. On avait une 4000E qui datait c'était la première 4000 qui avait été achetée par Plus 30, puisque Plus 30 fabriquait des consoles avant. Donc avant, il y avait des consoles Plus 30, puis après, il y a eu une SSL. Cette SSL est restée jusqu'au bout. Et puis, j'avais donc... il y a eu des changements de consoles, mais en gros, les 3 consoles principales que j'ai eues, c'était les deux Nive, la VR qui est devenue 88R, qui a été remplacée par une 88R, mais c'était un peu la même... C'est quand même très proche. C'était la 9000, et puis une Nive 51 que j'avais customisée, que j'avais coupée à la disqueuse pour mettre une surface de contrôle. Ça ne se faisait pas du tout. J'avais mis des faders avec Play Stop du Pro Tools, avec un écran à l'intérieur, un peu comme dans une 9000. Et j'avais tout découpé ça à la scie, à la disqueuse. Enfin, on s'était bien amusé. Donc à la suite de tout ça, j'ai décidé non pas de rechercher un autre poste de directeur technique, parce que ça faisait maintenant... Ça fait 13 ans que je faisais ça. J'avais envie de faire autre chose, et j'avais envie d'utiliser ma boîte pour faire une aventure plus personnelle. Et j'ai commencé très rapidement. Quand j'ai arrêté Plus 30, je suis parti faire la technique des studios de la Reine avec Laurent Orion, où on a installé une 4000, où j'ai fait tout le câblage, j'ai travaillé dans... Je ne me suis pas occupé du bâtiment, parce que c'était déjà fait. Je suis venu faire l'intégration, comme on dit quand on est dans la vidéo et dans la post-prod. Je suis venu faire l'intégrateur de tout, de tout ça. Et puis après j'ai eu des tas d'autres projets que j'ai gérés comme ici, quasiment de A à Z, puisqu'ici on a même choisi le bâtiment. J'ai fait ça ça m'a amené à faire des aventures très amusantes, comme les studios MME à Skopje, où on a pris l'avion pour aller voir les bâtiments de la radio-télévision nationale. Et dans la radio nationale, alors on se dit Skopje, la Macédoine, ça doit être une toute petite radio pourrie. Non, pas du tout. Tito avait décidé de montrer aux Russes ce qu'il savait faire, parce que c'était la Yougoslavie. Et il y avait par exemple, dans la partie télé, il y avait un monte-charge qui permettait de faire monter sur les plateaux télé un bus avec des enfants qui venaient saluer Tito c'était vraiment un truc de fou. Et la partie radio, c'était donc sur je ne sais pas combien d'étages. Il y avait un très grand studio de prise de son pour la musique classique. Il y avait un très grand studio pour faire du jazz. Il y avait un studio anéchoïque pour faire des dramas. Il y avait... c'était incroyable. Et tout ça, fait en livrant en 1978, avec des MCI, des JH700, c'est-à-dire des 500 custom, avec des magnétos MCI partout. Je me souviens, il y avait une salle
avec je ne sais pas combien de MT, de 140, de 240, de numérique, de tout. Tout ce qui se faisait en 78 de MT était là, mais il y en avait plein et c'était relié avec des studios sur, je sais pas, 14 étages, un truc comme ça. Et ils faisaient de la production. Donc il y avait des milliers de bandes, parce qu'ils avaient à demeure un orchestre à l'époque, un orchestre, un espèce de philharmonique, enfin, je ne sais pas trop comment on appelle cette formation-là, mais en tout cas un grand orchestre classique. Et puis ils avaient aussi un orchestre de jazz, et puis des gens qui faisaient de la variété, beaucoup d'enregistrements de musique populaire. Et tout ça, et puis bon, ce truc-là avait sombré évidemment avec la fin du communisme. Quand je suis arrivé là-bas, c'était dans un état pas possible, et donc j'ai travaillé sur ce projet-là. On a mis une duality avec un nouveau, on a fabriqué avec un patch, on a fabriqué tout le câblage en France. Je suis allé l'installer là-bas et on a fait ce studio que je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant, qui s'appelle Fame MME à Skopje, où il y a des Américains, des Australiens, des Français qui font des séances de cordes pour la musique de film à distance. Ouais, c'était un concept quand même, c'était il y a, je me souviens pas en quelle année, mais c'était je pense il y a, je sais pas, 10-15 ans, quelque chose comme ça. Vrai. Et oui, plus de 10 ans en tout cas. Donc voilà, ça m'a amené à plein d'aventures jusqu'au Qatar, j'ai fait des studios sans jamais y aller, où on a livré tous les cas, j'ai dessiné les choses pour que ce soit réalisé. En Suisse par exemple, j'ai fait un studio comme ça en Suisse où j'ai jamais mis les pieds dans le studio. J'ai fait toute la technique à distance et puis toute la réalisation, et puis quelqu'un là-bas, un Suisse, a tout installé. J'ai fait la même chose pour SSL France, j'ai été installer un studio en Espagne, par exemple, où on a tout fait sans y aller. Par contre, on est allé installer nous. Bon, voilà, c'était. Moi, je déteste câbler chez les gens. Moi, j'installe. Je passe pas 3 semaines pour faire un boulot qu'on peut faire en une semaine à l'atelier. C'est très organisé. Tout est super bien repéré, les bonnes longueurs, les bons machins. Puis on installe. Voilà. C'est déjà un gros boulot. Mais alors, rester 3 semaines dans un endroit pour faire du fer à souder, ça m'intéresse pas trop. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de projets comme ça, puis j'ai continué à fabriquer des machines, à réparer des consoles, à faire des modifications, soit vraiment faire des modifications dans des consoles, dans un système d'écoute ou dans des systèmes de monitoring pour des gens, mais aussi faire du signe optique pour que les gens fassent des programmations, des choses comme ça. J'ai câblé une télévision. Enfin, j'ai touché à tout. J'ai travaillé aussi un peu avec mes amis d'Amadeus pour faire 2-3 installs, dont une très belle à l'IRCAM par exemple. On est allé installer tous les normes systèmes qui tournent avec un Holophonics maintenant, de modélisation de son, avec je ne sais plus combien on a installé de centaines de haut-parleurs dedans. Voilà, ça m'a amené dans des très beaux projets. Comment dirais-je, quand j'ai arrêté d'être ingénieur du son, je me suis dit, là, si je fais de la technique, je vais m'ennuyer. En fait, je me suis pas du tout ennuyé, je me suis éclaté. Voilà. À faire des projets, à rencontrer des gens. Alors j'ai des clients qui sont devenus des amis, qui sont des musiciens qui me font rêver. C'est génial. Voilà, de faire des projets. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai découvert le home studio en fait quand je suis parti de Plus 30. J'ai découvert que ça existait le home studio parce que j'avais jamais été dans un studio. Pas conscience de. J'avais même pas conscience de ça. C'est-à-dire que moi, je travaillais dans des très beaux endroits, et ça m'a permis aussi de rester dans des très beaux endroits. Voilà. Donc je travaille, je fais des fois des projets dans mon travail, je fais des fois un câble pour quelqu'un parce qu'il trouve pas le câble. Et ça va du simple câble pour quelqu'un que je rencontrerai jamais, dont on n'entendra peut-être jamais parler. Mais par contre, je suis content de le faire. Et ça va jusqu'à des projets comme Octavox où il n'y a pas beaucoup de studios en France qui ont été construits avec cette exigence-là, avec ce jusqu'au boutisme. Quand on regarde le tableau électrique, on sait que ce n'est pas un tableau électrique habituel dans un studio. Voilà. Et tout est comme ça, toute l'acoustique, tout ce qui a été fait à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, tout était
Je veux dire, voilà, ouais. le choix des câbles, le choix des connecteurs, enfin, je veux dire, tout est comme ça, hein. Tout à l'heure, tu voulais te brancher, où est-ce qu'on se branche? Oui, oui, comme, oui, c'est sûr, on n'a plus Voilà, l'habitude, hein. il y a un endroit où on se branche, mais tu te branches aussi en MIDI, tu peux te brancher Ouais, en c'est ça, tu as AES, tu peux te brancher en tous audio, les te brancher en formats, électricité, tu peux te charger ouais, ton téléphone, enfin, voilà, tout était, voilà. tout était pensé, ouais, ouais, non, mais je me souviens qu'Eddy, quand je l'ai rencontré la première fois, elle m'a dit: «Mais ici, rien n'a été, laissé au hasard, tout a été, Ah non, non, réfléchi», On a, on a, ouais, je me on a souviens de ça. beaucoup travaillé, et Ouais, puis bon, en plus, Eddy, c'est quelqu'un qui. Eddy, je sais pas, je lui ai jamais dit, c'est un énorme geek, en fait. oui, oui, C'est un fan de technologie, mais il n'est pas geek seulement comme utilisateur sur son téléphone. Il fait réaliser des oui, oui, choses, non, voilà, mais ouais. enfin, je veux dire, c'est un constructeur aussi, Mmh. voilà. Donc je me suis retrouvé dans ce projet-là, et donc j'ai un petit peu amené les choses en même temps, ce qui n'est pas toujours très facile, parce que comme je ne suis ni un financier ni un commercial, j'ai fini par laisser tomber Also pour monter un autre projet qui malheureusement n'a pas vu le jour avec un grand importateur américain. Ça n'a pas vu le jour. Bon, voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est assez désagréable, mais c'est comme ça. Et donc j'ai monté cette marque Also j'en ai vendu tout seul Ouais, ouais. en faisant Oui, pratiquement rien ouais, ouais, de non, ce qu'il mais fallait faire de on commerce. connaît tous, plus ou Voilà. moins la marque, Voilà, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est sûr, hein. On souvent en je discute croise, hein. avec des gens, ils connaissent pas machin, puis quand je leur dis: «Ah, j'ai fabriqué, il y a 10 ans sur les tournées, on voyait, Ouais, ah oui! Ah, le Dynex!» Voilà, bon, ouais. voilà. Donc j'en ai vendu Ouais, non, mais quelques-uns. Là où je suis content, c'est qu'aujourd'hui, je redémarre un nouveau projet, mmh, et en démarrant ce nouveau projet, je redémarre ce nouveau projet parce que je voulais plus faire ça, et j'étais passé à autre chose dans ma vie, et je redémarre ce nouveau projet, en fait, parce que c'est des utilisateurs de mes machines qui m'ont envoyé des ouais, clients prestigieux qui voulaient avoir la même, et alors que ça ne se fabriquait plus, qui ont insisté et qui font que j'ai fabriqué une nouvelle version. Et puis d'autres clients qui avaient vendu leur machine, qui voulaient en fait en réavoir une, mais ouais, ça ne c'est se ça. fabriquait plus. Ouais, oui, oui. Et en fait, donc je me suis dit, bon, je vais les refabriquer. Et donc j'en ai fabriqué quelques-unes, enfin, qui sont anecdotiques. Et puis de façon anecdotique, des aventures ont fait que j'ai fabriqué une machine pour quelqu'un qui l'a fait Ouais, ben écouter, puis voilà, l'ingénieur de la et direction c'est comme technique ça de que ça marche, Canal+ hein. a écouté en disant: «Mais attends, c'est mieux que les...» Alors je ne citerai pas des marques concurrentes pour lesquelles j'ai en Oui, plus un très grand respect, qui font de très belles choses. «C'est mieux que les machins, ça marche mieux». ouais, Parce ouais. qu'il n'y a aucune machine absolue. Ça marche mieux dans un contexte, Oui, oui, mais pas dans dans un une autre, on est musique, d'accord. Oui, oui, dans oui. une musique sur un instrument, voilà, c'est Oui, ça oui, qui ça est c'est très incroyable. subjectif, ouais. Alors moi, j'essaye de faire des machines qui marchent sur beaucoup de choses. Mais après, les goûts et les couleurs, ça Ah se bah discute. ça, oui, oui. Hein, il y a des marques extrêmement bas de gamme qui font des fois des produits qui Mmh. sont très très bien pour faire un type de son. Tu peux rien faire d'autre Ouais, avec, ouais, mais mais c'est super pour ouais, ça. ouais, Il ouais. faut l'avoir quand on en a besoin. Voilà. C'est pas une Ouais, question ouais, non, de... mais on est d'accord. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, Ouais. bon, Canal+ m'en a finalement commandé quelques-uns, puis les ingénieurs qui vont chez Canal+, ils vont ailleurs. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Ouais, ouais, tu sens tu as Là, on senti vient qu'il d'en y avait un truc à fabriquer, faire. on vient Ouais, d'en ouais. fabriquer 20 d'un coup. Bon, je crois Ouais, que je reprends. Et donc, je vais reprendre le flambeau. Il y a un site internet qui est quasiment prêt. Voilà, avec une idée différente. Je veux surtout pas devenir un industriel et gagner peut-être plein d'argent. Enfin, j'en sais rien, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui oui, m'intéresse, c'est de continuer à être au service des gens et monter des projets humains avec des gens avec qui on a une discussion, on fait un projet. C'est mieux si on arrive à avoir un projet humain. ouais, ouais, non, mais Je dois dire que j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de oui. clients qui sont devenus des amis. Mmh. Et c'est très important. Et c'est très important personnellement. Et aussi, c'est très important aussi pour ce que je fais, parce que Mais ça bien veut sûr. dire que Bah j'ai oui. des retours qui sont des Mmh. retours directs. Oui, Il oui. n'y a pas de brosse à reluire, c'est j'aime pas, pourquoi tu as fait ça, Mmh. tu pourrais me rajouter un truc. Et donc, Ouais. à force de faire des choses comme ça, j'ai Bah quand- forcément, oui, j'ai développé plein de oui, modèles bah oui. aussi Tu pour réponds à la demande, l'électronique. ouais. Je réponds aux demandes de gens avec qui Mmh. j'ai des discussions directes. Et donc, sortent beaucoup de machines. Comme sortent beaucoup de machines, que je ne veux pas devenir un industriel, je relance une gamme qui est fabriquée à la demande. D'ailleurs, donc, en réalité, il y a 18 machines qui sont déjà prêtes. Hein. Tout ne va pas être sur le site, mais je dirais qu'il y en a 12 ou 14 qui vont déjà être tout de suite. Et
avec des options, parce que je sais bien, on m'a toujours demandé un truc en plus, donc je fais fabriquer certaines choses à la demande, les façonnements sont fabriqués à la demande, donc on peut les avoir dans plusieurs couleurs. Alors, je n'ai pas fait un truc trop délirant avec le pantonnier et puis on choisit, un truc, voilà, 17-12. Ouais, d'accord. Voilà. Mais je propose plusieurs couleurs, qui sont les couleurs qu'on m'a généralement demandées. On peut graver son logo. J'ai des gens qui me demandent déjà des modifications sur les machines que j'ai décidé de ne pas modifier, et ainsi de suite. Ouais, c'est à la carte, quoi. Tu peux Et voilà, faire sur mesure, quoi. je fais du sur mesure, j'en ai toujours fait. Oui, de toute façon, voilà, ouais. J'ai fait des blocs d'écoute. Il y a des studios, à Paris qui ont des cartes dans leur console, dans leur grosse console Nive. Je peux en parler, par exemple, de questions de son. C'est des gens que j'adore. Questions de son, ils ont une carte de sélection que je leur ai faite pour eux. Enfin, au studio de La Frette, on a refait des tas de parties parce que dans la console, il y a des choses qu'on ne peut plus avoir. Voilà, je leur fais des petites choses pour eux aussi. Enfin, Tu personnalises, quoi. J'ai toujours fait des choses pour eux. Voilà, des choses. Et puis c'est un peu l'intérêt de la console analogique, c'est que j'ai appris avec quelqu'un qui avait fabriqué des consoles parce qu'il n'y avait rien. Et après, dans les années 70, on a beaucoup bricolé des consoles existantes. Ben moi, je continue. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis resté un peu dans les années 70. Ouais, à l'époque où on fabriquait sa console, effectivement, voilà. Toi, t'es tombé dedans. Je suis tombé dedans et j'ai trouvé ça, ça génial. Voilà, mon seul grand regret, c'est de ne pas avoir fabriqué de console Also. Qui sait? J'avais fabriqué une console, c'est pas vrai, j'avais fabriqué une petite console que je n'ai pas commercialisée. Mais bon, je pense que ça viendra parce que voilà. Préampli, un truc. Oui, j'ai une idée. À l'ère d'aujourd'hui, tu vois, ça serait. J'ai une idée très personnelle. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est pas de copier les autres, c'est-à-dire que faire comme tout le monde. Oui, c'est ça. Oui. J'entends parler de tas de gens qui font ils font des super micros. Je sais bien ce qu'il y a dedans. C'est des 47 FET, ou c'est des 47 à lampe, ou c'est des 67, ou c'est des C12 avec des. Oui, c'est les mêmes recettes, quoi. En fait, ils ont repris les cartes d'origine qu'on trouve maintenant facilement. On trouve les fichiers, ils corrigent, ils mettent un composant différent, ils mettent leur logo et puis c'est leur micro. Bon, c'est super. Il faut de toute façon, c'est très bien. Je veux dire, pour les gens qui font de la production aujourd'hui, qui a plus le même argent dans le business et que tout le monde est obligé d'avoir du matériel, c'est très bien qu'il y ait ça. Mais ça m'intéresse pas. Quand j'ai monté Also en 2002, tout le monde m'a dit ah là là, tu devrais faire des clones de Nive. Ben, moi, je travaillais avec Nive, j'allais pas les copier. Enfin, oui, et puis, ça n'a pas de sens. Ouais. Puis après, c'est un peu une question de, peut-être pas de déontologie, mais après de croyance personnelle. Oui, copier, c'est pas. Copier. Moi, je veux dire, t'es un créateur. Une très grande partie de ma vie à écouter de la musique. Et très souvent, quand j'entends un truc, j'ai fait. Alors, je ne vais pas donner des noms, mais il y a des gens qui ont des Grammy, je sais d'où vient leur musique, quoi. Et quand le premier album qu'ils ont fait ou les premiers trucs qu'ils ont sortis, j'ai fait tiens, alors lui, il a écouté Donald Fagen, hein. Oui, voilà. Donc c'est toujours un peu ça, toujours voilà. Et moi, si j'avais été musicien et que j'avais fait de la copie de choses comme ça, je sais que mon oncle Claude m'aurait tapé sur les doigts en me disant dis donc, ça se respecte la musique, quoi. Donc j'ai toujours pensé qu'il fallait faire comme pour la musique. De toute façon, les musiciens essayent toujours de créer un nouveau truc. Oui, bien sûr. En règle générale. Et donc moi, c'est ça qui m'intéressait, pas la copie. Quelque chose de différent. Alors c'est vrai qu'on n'a rien inventé en électronique. On n'a rien inventé. Donc je ne peux pas dire, j'ai pas tous les étages d'amplification à l'intérieur. Souvent c'est fait avec des amplis parce que c'est extrêmement pratique. Mais et que si on sait faire, ça sonne terriblement. J'ai pas inventé l'ampli non inverseur. Hein. C'est assez bagé. Par contre, je l'utilise d'une certaine façon. Le système de détection dans le Dinax, c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs. Pourtant, c'est tout con. Hein. C'est tellement basique que je me suis toujours demandé. Je te jure que les autres font mieux. Mais n'empêche que ça marche. Voilà. À l'oreille, j'ai ce que je voulais faire. Donc, je peux faire un truc plus précis dans une certaine direction, mais ça marche bien. Bon, je ne vois pas pourquoi je vais redessiner. C'est ma marque de fabrique, cette espèce de façon de faire. Bon, voilà. J'inventerai pas. Tout le monde me dit pourquoi tu fais pas des égaliseurs? Parce qu'en fait, au niveau des égaliseurs, les égaliseurs, c'est que des applications de datasheet pratiquement partout. Donc je ne vais pas inventer un truc mieux. Puis je dois dire une chose, l'égaliseur absolu, absolument abouti, il existe. Il s'appelle GML 8200. Je ferai jamais mieux que ça. Donc, par contre, j'ai fait des égaliseurs en série 500
pour une certaine utilisation, Ouais. pour l'ergonomie. Et ceux-là, c'est d'ailleurs c'est les seuls, et d'ailleurs c'est marqué sur mon site, que je me suis inspiré d'autres choses. Sauf que j'ai changé des petites choses pour faire un outil. C'est des choses qui ne se fabriquent plus déjà, donc c'est pas de la copie de choses qui se fabriquent. Ouais. Donc, parce que alors ça, c'est ce que je trouve le plus scandaleux. Mais c'est des choses qui ne se fabriquent plus, donc ça a un sens de fabriquer un truc qui ne se fabrique plus, puisqu'on peut, on peut pas avoir l'outil. Mais c'est toujours dans la personnalisation. Donc, de toute façon, je vais dans ce sens-là. Ce qui m'intéresse, c'est la discussion que j'ai avec le musicien, l'ingénieur du son, le sound designer. C'est la seule chose. En fait, c'est le moment qui est le plus intéressant. Ouais, c'est ça, c'est le challenge, quoi. J'ai livré la semaine dernière quelque chose pour un preneur de son de musique classique qui n'a pas un truc tout simple, mais qui n'a pas été fait jusque-là. Donc il y a des discussions. Je l'ai eu au téléphone hier. Il me dit ouais, en fait, je pensais que moins 3 dB ça suffirait. Tu m'as mis juste réglable jusqu'à moins 6, je pensais que moins 3 suffirait, mais en fait non, j'ai besoin de réglable jusqu'à... Voilà, c'est amusant. On travaille ensemble. On travaille ensemble, ouais. Et j'adore travailler en équipe. Et même si, par la force de mon travail, je suis souvent tout seul. Oui, oui. Voilà. Tu travailles au service des autres. Au service des autres. Et j'adore ça. Au service des ingé sons, de J'adore la ça. musique finalement, du son. J'adore ça. Et puis comme je suis musicien et que j'ai pas pris la grande vitesse pour devenir musicien, puisque j'étais faire autre chose, eh ben, ça me permet aussi d'avoir des clients à qui je pose des questions d'harmonie. Voilà. Où on peut se parler. Voilà, Ouais. donc c'est cet échange-là. Ouais, tu as toutes les facettes, quoi. Incroyable. Moi, ça m'éclate. Voilà, Ouais. je pose une question d'harmonie, puis après, on va aller déguster quelque chose. Voilà. C'est cette interaction qui m'intéresse. J'aurais jamais fait d'électronique. Quand j'ai eu mon diplôme d'électronique, je pouvais très bien gagner ma vie en allant travailler dans l'industrie. Ouais, bien sûr. À la place, j'ai préféré être assistant son, payer Ouais. rien du tout, en travaillant jour et nuit dans un métier difficile et surtout à l'époque, on faisait des séances de nuit. Hein. Ah bah oui, oui, bien sûr. Donc moi, j'enchaînais des fois séances de jour, séances de nuit comme assistant pour Ouais, payer bien rien sûr. du tout. Mais Mais l'aventure, quoi. oui, et puis ça m'intéressait. Tu regardes, aujourd'hui, tu le racontes comme ça, avec passion, toujours autant. Mais C'est ça qui est génial. je m'éclate Mais bien sûr. tout le temps. Mais il faut. Il y a des moments difficiles. Ouais. Évidemment qu'il y a des moments difficiles, mais je m'éclate tout le temps. Ouais. C'est ça qui est le moteur. Et quand je viens ici, bah évidemment, hein, je suis arrivé pour faire la maintenance de la console. J'ai entendu quelque chose, je me suis dit, oh là là là, je sais ce qu'on... Bon, alors, les VR, je les connais bien. Hein. Il y a un paquet de consoles que je connais bien, mais les VR, j'ai découvert la maintenance de la VR sans schéma, donc c'était très compliqué. Ouais. J'ai entendu un plug dans les écoutes, j'ai fait oh là là là. Hier j'ai changé 80 condensateurs, heureusement que je les avais en stock, et à toute vitesse. Alors, c'est pas éclatant de changer les condensateurs. Mais ça fait partie du boulot, enfin, je veux dire. Oui, bah après, voilà, c'est comme tout. Hein, tu as une entreprise, tu sais bien qu'à un moment, il faut faire une déclaration d'URSSAF. Il y a des trucs pas marrants, et la c'est TVA, sûr. et voilà. Mais l'aventure marrante n'existe que si on est un peu puni de temps en temps. Bien sûr. Voilà. Bon, et puis changer des condensateurs, c'est pas une grosse punition. Si on fait ça toute la journée, toute sa vie, oui. Mais là, j'en ai fait une petite après-midi. C'était pas. Voilà. Et puis je sais qu'en repartant, je sais que ça va marcher mieux. Et c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en plus c'est un tout petit monde l'audio, même l'audio mondial c'est un tout petit monde. Ah oui, ça c'est sûr. Et alors je peux parler de l'audio française, j'ai quelqu'un qui va me dire « Ah, je suis revenu faire une séance à Octavox, le monitoring il marche mieux. » Ça c'est vrai, ça c'est le premier sujet hein, souvent dans les studios, c'est la maintenance. Qu'est-ce qui marche pas. C'est vrai. Il y a des studios où il n'y a absolument rien qui marche. Moi, je connais des studios, alors je suis allé dans des studios où il y a des racks de périph' qui font rêver la terre entière. Il n'y en a pas un qui marche. Et alors, quand il y a du son dedans, mais c'est pas comme ça. Et puis, c'est très... il y a des histoires de mode qui sont absolument incroyables. Il y a la collectionnite qui fait très mal, c'est-à-dire, ce que j'appelle la collectionnite, c'est des gens qui collectionnent, qui n'en s'en serviront jamais et qui font monter les enchères. Pour avoir, Ce qui fait que les endroits où on en a besoin, on n'a pas les machines parce que acheter un SA39 Gates 9000 ou je sais pas combien ça vaut, 10 000 euros ou 6 000 euros, je sais pas quoi, moi, avec Michael Rangeard, nous on les achetait sur eBay à l'époque où eBay n'était pas là en France, on les achetait. Michael venait le matin très tôt et puis il regardait, il faisait je prends ça pendant que moi je réglais je m'occupais de plus 30, il faisait avec son ordinateur portable, il faisait tu penses quoi, je fais $300 on achète. On a acheté des tas de trucs, on a acheté des fois c'était on s'est acheté des tas de...
aujourd'hui, on est arrivé à un monde où les gens se revendent des machines en panne. Oui, Et ils les revendent plus cher parce que le prix a augmenté. La machine, elle ne marche toujours pas. L'Argus Mais ils font marcher l'Argus et ils se Ouais. revendent entre eux des machines en panne. C'est carrément. Enfin, quand on fait ça avec une voiture, ça se passe pas bien. Mais visiblement, avec les machines audio, les gens acceptent de recevoir un truc fracassé. Alors, il est beau de l'extérieur, et à l'intérieur, c'est. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans un studio, c'est d'avoir des machines qui marchent et tout le monde se parle. On sait bien qu'il y a des studios où on dit « Ah, t'as été là-bas, ah, d'accord. » Et alors, c'est passé comment? Voilà. Et ce qui a changé aussi, c'est que beaucoup de studios... Enfin, il y avait déjà des studios comme ça à l'époque où le disque rapportait de l'argent. Mais aujourd'hui, ça ne rapporte pas d'argent, ou en tout cas difficilement. Donc, il n'y a plus de techniciens de maintenance en fixe dans les studios. Parce qu'il faut savoir qu'avant, Guillaume Tell, Méga plus 30, Davout, les studios de la Seine, et quelques autres que j'oublie au passage... Il y avait un technicien qui était là au minimum à mi-temps, et dans, évidemment Guillaume Tell plus 30 et Méga, il y avait un technicien en permanence. Quoi. Et c'était des journées, être directeur technique d'un endroit comme celui-là, c'était, moi j'arrivais, je sais que Jean-Luc Denis faisait pareil, on arrivait le matin très tôt, et alors moi je repartais, souvent, j'habitais à côté de Guillaume Tell, donc je de temps en temps aller boire un café chez Jean-Luc qui n'avait pas fini sa journée, mais le téléphone sonnait et puis tu étais sûr que tes vacances, c'était généralement... Ouais, c'est ça. C'était dans mon contrat, je T'allais pas loin, quoi. j'avais pas le droit de partir à plus d'une heure d'avion, en vacances à plus d'une heure d'avion du studio. Et je sais que j'arrivais, moi je suis originaire de Biarritz, j'arrivais à Biarritz le dimanche après-midi, et puis en général, le lundi matin, ça sonnait. Et c'était assez régulier que le lundi soir, il y avait une config un peu spéciale ou un problème, une alimentation de 9000 qui cramait. Il fallait que je venais mettre la ligne de secours, parce qu'on avait tout en double. Je venais mettre la ligne de secours, je prenais l'avion de 6 heures, et puis il y a taxi, je réparais le truc, je dormais dans un canapé au studio, et puis je reprenais le premier avion du matin pour descendre à Biarritz. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'était, on le savait, bon voilà, c'était ça, mais c'était aussi, c'était un peu l'adrénaline du truc aussi. Ouais, c'est ça. Arriver à dépanner les gens au téléphone, à trouver quelqu'un qui puisse y aller à ta place. Non, c'était puis la clientèle était d'une exigence qui ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que il fallait absolument que tout marche. Et sur des consoles comme ça, tout marche, ça peut pas exister. Et donc il fallait être derrière tout le temps. Et c'était vraiment très chouette, parce que l'exigence était très très forte. C'est un truc qui se perd un peu, ça, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à Jean la perfection si on n'a pas un technicien avec des machines comme celle-là. Ce que j'explique souvent aux gens, c'est que quand on les achetait, parce que j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe où on en achetait des neuves, quand on achète une machine, t'achètes une 9000 neuve, elle marche, les techniciens d'essai sont là le vendredi, ça marche, il y a la première séance le samedi. Je me souviens de la première séance avec la 9000, il y avait une petite erreur de conception, un truc très bête, une histoire de fusible dans la console, sauf qu'on n'avait pas de planque, parce qu'ils protégeaient leur truc, personne ne savait comment ça marchait. J'aurais jamais pu trouver ce qui se passait, parce que le fusible il était sous une carte entre deux trucs. Ça a été changé évidemment, après ils se sont rendus compte que ça pouvait pas être là, quoi. Mais c'était un peu, on avait un peu une espèce de proto de quelque chose. Et le premier jour elle marchait pas, et les 88 heures, on savait que ça ne marchait pas, parce que heureusement, Claude Sakian, qui avait fabriqué ces consoles, savait comment ça se passait. Il n'avait pas pris des séances trop vite. On savait que ça allait être compliqué. On avait pris des séances avec des gens qu'on connaissait bien. Et puis, si c'était annulé, c'était annulé. Ça a été annulé parce que pendant 15 jours, ils ont eu des problèmes à l'installation de la console. Ça a été cosmique. Il y a des problèmes de bruit. J'avais essayé la console à l'usine, il n'y avait pas de bruit, mais... À la console, ils ont une terre d'une certaine forme, ils n'ont pas les mêmes... Et puis nous, on avait plein de studios, plein de trucs, plein de machins. Et puis c'était... Voilà. Et ce qui devait arriva. On a eu un bruit qu'ils n'arrivaient pas à l'enlever. Et puis un bruit qui était gênant. On avait à moins 60, une espèce de porteuse qui était due à des histoires d'alim, mais il a fallu trouver où mettre le découplage et quoi modifier. Donc ils se sont grattés la tête à deux pendant 15 jours. Voilà. Donc quand une chose tombe en panne quand c'est neuf, quand on a des machines comme ça c'est un design qui date de 88 en fait. Oui, c'est pas jeune. Donc ça fait presque 40 ans, donc faut pas croire. Alors celle-là c'est une des toutes dernières, je crois qu'elle est de 96 ou un truc comme ça. C'est une des toutes dernières VR.
mais 96, enfin, ça fait 30 ans, quoi. Ouais, ouais. Donc, Oui, on dirait pas, mais ouais. donc évidemment, Ça tout évolue ça, depuis. tout ça, Ouais. ça s'entretient. Mmh. Voilà, donc je relance une nouvelle chose qui s'appelle Bowling Design. Et toujours pour être au service de la création, Ouais. voilà. Bah, il y aura le site, hein, on peut passer Voilà, commande. Hein, il donc, va y avoir un site, puis c'est- on pourra passer commande, mais comment dire? J'ai pas du tout envie de vendre ça de façon très anonyme. En fait, moi, Oui, sans savoir à qui j'aime bien Ouais, discuter avec les ouais, gens, j'aime bien ouais. savoir ce qu'ils font, parce que quelquefois, en sachant aussi ce qu'ils font, parce qu'on a toujours des idées de modification qu'on met pas sur, entre Mmh. guillemets, la pseudo-série, ça permet de dire: «Ah oui, mais en fait, un Dynax 3 aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses. C'est un peu une machine d'ingénieur du son quand même». Ouais. Donc, quelqu'un qui veut Oui, qu'une partie oui. d'une Dynax 3, notamment ce fameux anti-Dyna qui fait Mmh. des pompages incroyables, surtout avec la nouvelle version, ça on est encore allé plus loin, bah, je peux aussi peut-être lui proposer une machine, simplifiée. Ouais, plus adapté. Voilà. Voilà. Disant: «Voilà, écoute, si tu Mmh. veux faire que ça, je vois bien que son truc, c'est pas la technique, c'est tourner les boutons. Je vais te mettre juste les boutons dont tu as besoin». Ouais, ouais, ouais. Ou, j'ai toujours modifié les 33609 parce que les seuils, ils sont pas bons. Enfin, ils sont pas utilisés. C'est des machines qui étaient prévues pour faire de la radio surtout. Ouais. Et bah, avec les trucs numériques où on peut envoyer des choses très fortes, bah, on a des problèmes de détection. Enfin, voilà. Et donc je sais aussi, j'adapte aussi un peu les machines. Je peux adapter aussi les machines dans certains cas particuliers. Voilà. Donc il va y avoir des nouvelles machines, et j'espère que on est un peu, c'est compliqué maintenant les grosses consoles parce qu'il y a moins de pièces, et ça commence à devenir compliqué. Mais j'espère en entretenir encore pendant longtemps. Ah, Parce que bah, il en reste encore un peu, donc je pense que bon. Et puis on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que, comme ça se passe souvent, un petit cycle, un petit renouveau ah ben des ça, consoles. Alors peut-être pas des grosses comme ça, mais des petites, voilà, des petites, des fois 8, 16 ou même oui, 24. oui, de toute façon Tu on est vois, déjà un peu là-dedans. on y revient quoi. À un moment donné, bon, Ouais. même à la maison. Oui, Enfin, je oui. veux dire, il en faut quoi. Enfin, à un moment donné. Ouais. Ouais, c'est très pratique. Parce que les gens ont confondu à un moment, ils ont pensé que la console c'était de la série 500, c'est-à-dire qu'un préampli, un EQ et un compresseur, et on fait le son Ouais. de la console, machin. Or, ce qui se passe dans la console, ça se passe ça du tout. Il y a un préampli, un EQ. Alors pourquoi la console, pourquoi pour moi c'est intéressant? La console, c'est intéressant déjà c'est surtout aujourd'hui, c'est très intéressant en prise de son particulièrement, parce que comme tu as une multitude de préamplis qui sont les mêmes, tu ne mélanges pas que si tu fais un orchestre de l'autre côté, Ouais. tu ne mélanges pas des problèmes de phase qui sont dus à tes préamplis, à tes trucs machin. Donc tu peux fidèlement, le plus fidèlement possible, reproduire un orchestre. D'autant plus qu'au début, on n'avait pas de délai compensation pour Eh pouvoir oui. délayer les distances de micro. Donc Bien sûr. Ouais. quand on faisait de l'orchestre, il fallait quand même régler des problèmes de phase un peu complexes. Et pour régler des problèmes complexes avec des préamplis différents, c'est encore plus complexe. Oui. Donc le premier intérêt, c'est ça. Le deuxième intérêt, c'est que tu as tout sous la main. Il y avait beaucoup de studios, il n'y avait pas beaucoup de périphes derrière. Les studios anglais, on les louait souvent, il n'y avait que la console, et des fois on louait même le magnéto. Et tout ce qui est après, quand tu allumais un compresseur, tu payais. Voilà. Ouais, souvent c'était Et ça. en fait, avec une console, on peut faire un disque. Hein. Avec une bonne console, on pouvait faire un disque. Sans périph'. Alors évidemment, aujourd'hui, on a des exigences incroyables dans le petit DSR de SAD, machin, à 0,5 dB. Mais à l'époque, on faisait un petit peu différent de la musique. Et puis la musique n'était pas la même. C'est vrai. Donc le premier intérêt de la console, effectivement, c'est d'avoir un outil répliqué. Donc les aux tout de suite, sous la main. Après, il y a différents concepts, mais alors, le concept inline, c'est génial. Départ vers le magnéto, retour du magnéto. Tu décides si tu égalises pour écouter ou si tu égalises pour la prise. Pareil avec le compresseur. Le concept est génial. Mais la console, c'est pas que ça. C'est surtout le système qui te permet de dialoguer avec les musiciens, d'écouter en cabine, sur plusieurs paires d'enceintes, d'écouter une source particulière. Je veux dire, c'est pas juste un préampli, un EQ et un compresseur. Oui, il y a le C'est côté surtout pratique tout le du truc, reste. ouais, bien sûr. Ouais. Et donc d'aller vite dans une session quand on a beaucoup de musiciens. Parce que quand tu es avec un Pro Tools avec beaucoup de musiciens de l'autre côté, que tu veux faire un essai de quelque chose, ça prend en fait,
tu peux faire beaucoup plus de choses parce que en immédiat, en simulation de son. Mais par contre, en gestion de musicien, c'est pas du tout pareil. Là, c'est facile. Là, tu as un bouton, tu fais bonjour, je parle dans le circuit casque numéro 1. Tu vois, voilà. Non, mais c'est sûr. Donc, en prise comme en mix d'ailleurs. Hein. C'est pareil. En prise comme mix, mais en mix, aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que les gens veulent. Je suis de la vieille école. Hein, sur les... 20 000. Mais le problème, c'est que maintenant, les gens veulent 20 000 recalls. Oui, c'est ça. Et des fois, voilà, un an après. Oui, et de 0,5, de 0,1, de 0 machin, quand tu fais un recall avec une console comme ça, c'est compliqué. Quand tu reviens 15 jours après, avec, tu mets tous tes potards, machin, ça n'a pas le même son. Il faut être très clair. Clair. D'ailleurs, souvent, faire un recall, c'est mieux de remixer. Sur des consoles comme ça, on fait quelque chose de plus joli, puisqu'on a entendu la première fois, on sait ce qui ne va pas et on a d'autres idées. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc voilà, j'espère que moi j'aimerais bien que ça continue parce que j'adore ça. Ben, il faut espérer. Et puis moi personnellement j'en ai dans ma collection, j'ai pas mal de bouts de consoles, de sidecar ou de consoles complètes et je trouve ça très sympa. Alors après dans mes projets, je vais certainement mettre quelques sidecars en location pour que les gens puissent en profiter. Voilà. Ouais. C'est pas une histoire d'argent. De toute façon, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas vraiment possible. Oui. C'est plutôt, et puis c'est toujours dans cette histoire d'échanger aussi avec d'autres personnes, des outils. Voilà. Même si évidemment, il faut de l'argent pour valider des projets comme ça. Bien sûr. Il faut les faire vivre. Mais c'est pas, je veux dire, je monte pas une boîte de location. Je vais pas monter une boîte de location. L'idée, c'est de proposer des choses qu'on peut pas avoir. J'ai par exemple un sidecar qui est fait à partir de l'ancienne console du Grand Échiquier, donc c'est une console un peu historique. J'ai gardé un sidecar de 14 voix pour faire ça. C'est quand même assez amusant d'enregistrer sur une console qui a fait des... Voilà, c'est énorme. C'est toujours continuer le moteur de la passion. D'accord. Bah écoute, tu as fait un beau résumé. Moi j'aime bien les interviews comme ça où j'ai rien à dire, tu vois. J'ai pas posé de questions, tu vois. Hop, ça tire tout droit. Ils vont dire quel bavard. Et ils ont raison. Non mais c'est génial. Bah, attends, en fait, parfait, les sujets qui m'intéressent pas, j'en parle jamais. Ben voilà. Et le reste, je veux dire, j'ai ouvert, j'ai Pierre Attias qui m'a passé une machine l'autre jour. Il me dit, je sais pas ce que c'est super beau, j'adore ce truc-là, refais-le-moi. J'ai trouvé les schémas, machin, j'avais jamais ouvert ce truc-là. Ça m'éclate. Ouais. C'est tiens une nouvelle. Ouais, c'est ça. Tiens, comment ils ont fait ça? Et non, mais je vois bien comment tu fonctionnes. C'est tout. Évidemment, si je travaille à l'usine à réparer toujours le même. Mais c'est sûr. J'irai pas réparer des magnétoscopes ou des télévisions écran, enfin des télévisions plasma, quoi. Ça m'intéresse pas. Bien sûr. Mais là, c'est. Bon, bah écoute, pourvu que ça dure. Et surtout, cette nouvelle aventure qui démarre, donc ton site, ta nouvelle marque, Bowling Design. Donc, il y a déjà des machines dans la nature depuis 2 ans, donc je sais que c'est fiable. Voilà, ça marche. Bon, mais là, je pense que... Parce que ça, c'est aussi le moteur de ce que je fais, c'est-à-dire qu'en fait, quand je câble un studio, l'idée, c'est de ne jamais revenir. Ouais. Alors, il y a des gens qui adorent faire en petites touches, et puis... Non, moi, je fais un projet, c'est fini. Quoi. Et je passe à autre chose. Je déteste... Alors, je suis un vrai feignant. Un feignant, c'est pas quelqu'un qui fait rien. Un feignant, c'est quelqu'un qui s'organise pour que ça se passe le mieux possible, que ce soit direct ce qu'il faut faire, pour pas venir refaire des trucs. Et je déteste refaire 2 fois le même truc. Alors, évidemment, comme tout le monde, je peux avoir un problème, avoir raté quelque chose. Ça arrive, hein. C'est pas la question. Mais la question, c'est d'avoir en tout cas fait le maximum de chances pour le faire bien dès le départ. Et ça, c'est l'héritage de Gilbert Prénon qui m'a dit, on refait pas. Quand je disais, non, mais c'est un prototype, c'est pour un essai, il me dit, non. Tu fais toujours comme si c'était le définitif. Ouais. Alors, évidemment, un prototype n'a jamais la même tête que quelque chose qui est fait en série. Mais ton prototype, il doit être fiable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand tu développes et que t'as un peu bâclé ça, un peu bâclé ça, alors à la fin, tu obtiens un résultat, et puis tu essayes d'en faire un vrai, et ça n'a pas le même son. Parce que tu as raté quelque chose quelque part qui fait que tu as compensé ailleurs, et puis tu compenses, qui recompense. À la fin, tu obtiens un résultat, mais va le refaire celui-là. Oui, c'est ça. Le refaire celui-là. Et puis en plus, ça tombe en panne, et puis ça rend dingue. Il est 1h du matin, tout d'un coup, il n'y a plus de son, ou le truc a cramé. Oui, ça laisse des traces. Hein. Oui, c'est ça. Non. Moi, j'aime. La vie est compliquée. Elle est dure, mais elle peut être aussi merveilleuse. Donc, essayons de ne pas l'endurcir et de prendre un peu plus des choses. Essayons de faire en sorte que ça se passe bien. Que ça soit le plus... plus fun et puis dans le temps qui reste, je préfère aller jouer de la trompette.
Je préfère écrire un thème, je préfère... j'ai plein de choses que je préfère faire dans ma vie, puis je préfère aussi être avec mes enfants aussi, hein, comme tout le monde. Bah oui, bien sûr. Que d'être en train de passer encore 2 heures de plus parce que j'ai été négligent à un endroit. Ouais. Voilà. Ça doit pas exister. Et pour ça, Gilbert Pranon, c'était la grande école, parce que il venait travailler, on travaillait en veste chez lui, hein, en veste de costume. Ah ouais. Lui, alors moi la cravate, c'était pas trop mon truc, mais ça m'était presque un peu reproché, mais lui, il venait travailler en cravate. Ah ouais, et ça plaisantait pas, et quand tu repartais le soir, si ton siège il était tourné vers le côté, et le lendemain tu t'entendais, parce que le siège, quand on part. Ah ouais, il était... Si tu as un accident de voiture, entre en place, la personne, elle doit retrouver les crayons, elle doit trouver la console à zéro, elle doit trouver elle doit trouver les trucs rangés, propres, normal. En fait, c'est ça le truc normal. Et c'est un truc de feignant. Puisque le lendemain, quand tu arrives, tu as besoin d'un crayon de marquage de bande, d'un crayon blanc de marquage de bande, tu sais où il est. Moi, tu sais où il est. Tu passes pas 1 heure en te grattant la tête dans tous les sens, en te demandant où est-ce qu'il est. Il est où le crayon, il est où? Non, mais il est juste à sa place. Ouais. Et c'est un truc de finir d'être organisé, en fait. D'accord. Tu vois, c'est un bon conseil, ça, le côté, voilà... Ah ben voilà, quand j'en parle avec je donne un cours de temps en temps à l'INA, et puis de temps en temps je viens aussi comme ça sympathiquement. La première chose que je leur parle, c'est je suis un feignant. Je veux pas me compliquer la vie. Ouais. Je veux faire des choses compliquées, mais je veux pas les compliquer inutilement. Tu veux pas que ça te... Ouais, je comprends. Ouais. C'est ranger, Alors, ranger, c'est toujours difficile de dire ça quand on a un atelier, parce qu'un atelier, c'est tellement mouvant. Mais tu es venu à l'atelier, il y a des bois partout avec des étiquettes, et c'est toujours le bazar, parce que tu es toujours en train de faire 5 trucs en même temps. Voilà, tu poses dedans. Mais c'est rangé mais c'est rangé régulièrement, c'est nettoyé, c'est... sinon tu finis à l'hôpital psychiatrique. Tu t'en sors plus. J'ai pas envie d'y aller. Ouais. Non, mais c'est... Ouais. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus là-dessus finalement? Parce que on pourrait là je sais qu'on pourrait rester encore... pendant des heures, oui. Pendant des heures et des heures. C'est plutôt, je dirais, à toi de me dire si tu as quelque chose à me demander. Mais moi, tu m'as tellement bien résumé. Non, à la limite, moi je sais pas... J'ai pas parlé de technologie. T'as pas parlé de technologie? Alors j'aime pas... j'en parle souvent de technologie, mais j'ai pas parlé de technologie. La seule chose que je dirais... c'est qu'en fait, et c'est ce qui a été le moteur d'Also et qui est le moteur de Volink Design, c'est que chaque technologie a ses inconvénients et ses avantages. Donc il n'y a pas de technologie ultime. Il y a des gens qui disent « Ah non, moi les trucs à lampe, j'aime que ça ». Ouais. Alors les Dynax qui ont été achetés par des gens qui aimaient des trucs à lampe et qui pensaient que c'était à lampe avant de les ouvrir, j'en ai eu quelques-uns. Ouais. En fait, le vrai truc, c'est... Dans chaque technologie, il y a des avantages, des inconvénients. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Qui c'est pas en relation avec les avantages et les inconvénients. Parce que quelquefois, ce qu'on aime, c'est un truc qui est plein d'inconvénients. Mais il y a des choses qu'on aime. Et quand je dessine des machines, comme j'ai démonté les machines des autres, comme j'ai écouté beaucoup de choses, que j'ai passé beaucoup de temps là-dedans, je sais qu'il y a des endroits où j'aime des choses, des endroits où j'aime pas. Donc, par exemple, dans les séries 500 que je fabrique, j'ai des préamplis micro. Alors, j'ai plusieurs sortes de préamplis micro, mais souvent, dans mes préamplis micro, il y a un transformateur à l'entrée. Parce que c'est ce que je préfère. Par contre, il n'y en a pas en sortie. Ah, pourquoi il n'y en a pas en sortie? Parce que les gens qui utilisent des séries 500, ils déchaînent. Alors, transformateur, plus transformateur, plus transformateur, plus transformateur, égale ce qui s'est passé pour Nîmes, c'est-à-dire qu'à un moment, on a dit, voilà, on voudrait une nouvelle console pour construire un studio qui s'appelle R, mais par contre... George Martin, il avait été aux États-Unis, il avait essayé des API, il avait essayé des consoles américaines, certainement des MCI, et puis dans l'aigu ça se passait mieux, et puis dans le grave ça se passait mieux parce que les temps de montée étaient meilleurs et ainsi de suite. Il a dit je voudrais changer ça, et là Nive a enlevé des transpos. Donc il faut savoir, quand on rajoute des transpos sur des transpos sur des transpos, on fait des rotations de phase, on fait du filtrage, on fait de la coloration. Oui, bien sûr. Donc moi, quand un préampli, c'est un préampli. Un EQ, c'est un EQ. Donc comme on enchaîne, j'ai pas mis des transpos. Il n'y a pas de transfo dans mes EQ. De transfo d'entrée et de sortie, parce que c'est des éléments qu'on insère. Par contre,
dans le Dynax, dans le nouveau Dynax, on a le choix avec les transfos comme il y a dans le Dynax 2 en sortie ou pas. Mais parce que c'était des machines, déjà, le Dynax, c'est un peu une machine qui souvent qui était en fin de chaîne, par exemple. Donc, c'était une autre question. Voilà. Et chaque truc a son... Il y a des trucs à lampe qui sont super, des trucs à lampe qui ne me plaisent pas. D'ailleurs, je ne veux pas dire qu'ils sont super. Des trucs que j'adore, des trucs que j'aime pas. Et pareil dans les transistors. Alors moi, j'ai grandi dans les années 80 comme jeune musicien. Les trucs à transistors qui soufflent et qui tordent un peu, c'est un truc que j'aime pas toujours. Je commence à aimer. Mais quand je vois, il y a certaines marques, quand je vois arriver le truc, je fais, ça, je vais pas l'utiliser. Ah oui, voilà, parce qu'en fait, c'était un problème. C'était un truc qui me plaisait pas et qui créait des problèmes. Voilà. Donc, alors je sais quand je vois un truc qui fait ça, je sais un peu quoi apprendre. Donc, c'est des mélanges de technologies. Et là, encore ce matin, je réfléchis à faire une télécommande via un système MIDI avec un téléphone et tout ça sur le Wi-Fi. J'ai un projet pour une application particulière. Je le ferai, je le ferai pas, j'en sais rien, mais c'est pas une question d'être bloqué dans une technologie en disant oh là, lui il fait que des vieux trucs. Non, ça m'intéresse le reste. Après, j'ai les technologies ont des limitations. Aujourd'hui, on fabrique des machines en composants montés en surface, en SMC. C'est super, c'est pas cher, ça se fabrique facilement, ça vit super mal. Et en plus, on sait que pour beaucoup de composants, la réparation, ça va être compliqué. Parce que les composants qu'on fabrique sont des composants de production. Il n'y a quasiment pas de dépannage de tout ça, donc on ne va pas stocker pendant... Ce n'est pas des machines qu'on va stocker. Comme des composants sont fabriqués, évidemment, c'est pour le mass market, c'est pour la téléphonie, pour les écrans, pour la domotique, la voiture. On ne fabrique pas des composants... Enfin, on en fabrique un peu, mais on fabrique assez peu de composants spécifiquement pour l'audio. Donc, comme ça change de taille, ça change de forme tout le temps, mais peut-être qu'un jour, et puis comme les écrans plasma, on ne les répare pas, ou on les répare très peu, on ne va pas stocker pendant 25 ans ces composants-là. On va avoir des problèmes pour les réparer. En plus, ce n'est pas toujours facile de réparer, ce n'est pas toujours même réparable. C'est des technologies, on a dit, la main-d'œuvre coûte trop cher, on en change une carte. Donc, les outils qu'on achète en musique aujourd'hui, tout en composants montés en surface, peut-être que dans 10 ans, ça ne marchera plus, on ne pourra pas les faire réparer. Alors les gens disent, ouais, mais 10 ans c'est loin. 10 ans c'est loin, mais on utilise toujours les U47, qui ont quand même 70 ans. On utilise toujours un Fender Rhodes. Un Fender Rhodes, ça n'a pas été créé en 2010. On utilise donc en fait, tous ces trucs, les outils de musique durent longtemps. Donc aussi, c'est un des leitmotifs de Bolling Design, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je continue à travailler avec des composants dits traversants, anciens, entre guillemets, où on aura, pour pratiquement tout, un stock phénoménal pendant très très longtemps, puisque on a stocké des pièces pour les réparer. Donc des stocks, il y en a. Il y a de la pièce, puisque c'était réparable. Et en plus, il y a un énorme avantage. C'est que d'abord, ils sont réparables donc avec des outillages plus simples. Et avec un énorme avantage, c'est qu'on sait que ça vieillit bien. Alors que le composant monté en surface, je connais des machines où c'est la catastrophe. Et pourtant, ça a l'air d'être le même que machin, mais avec l'âge, les composants dérivent, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, dans la philosophie de ce que je fais, il y a aussi la réparation, puisque je suis derrière la réparation tout le temps. Donc, fiabilité, réparation, originalité, et puis échange musical. Voilà. Tu as une machine là que tu adores existante, une console, un préampli. Tu disais que tu étais fan des préamplis. Ah, alors des fans des préamplis. Est-ce qu'il y a une marque, tant pis, on la cite? Non, on peut citer des marques. Alors, dans les préamplis, il y a plein de choses qui sont super. Bon, évidemment, il y a ceux que je fabrique. Non, je plaisante. Mais je les adore. Mais si je les aimais pas, je les aurais pas fait. Ça, c'est clair, quand je fais un truc, ça m'arrive de fabriquer un truc que j'aime pas, ça reste dans un placard. J'en ai dans les placards. Mais surtout, il y a des choses que j'adore par-dessus. Alors, le GML 8200. Voilà, tu l'avais cité. Ça, c'est clair. Le GML 8200. Il y a la Valon, je ne sais pas comment il s'appelle, 2044 ou 2055 aussi, qui est une très très bonne machine pour ça. Le Pultec, comment il s'appelle?
EQH2, c'est mon préféré. Par exemple, je le trouve incroyable dans les basses. Il y a un compresseur qui me fait marrer, qui est la raison pour laquelle j'ai fait le Dynax, qui est le Quad 8 à M2B, qui fait un truc incroyable. J'ai un préampli qui est fantastique, il y en a très très peu. J'ai un Neumann, à germanium, un petit module d'une console, qui est incroyable. Voilà. Mais après, ça peut être, dans les machines que je trouve un peu incontournables, il y a un vieux Behringer compresseur qui fait un son de caisse claire incroyable. D'accord, ouais, comme quoi. Qui fait le 1176, je dirais c'est le 1176 du pot, qui fait là, tout dur. Par contre, tu mets une voix dedans. C'est le compresseur du pauvre. Hein. D'accord. Par contre, pour faire la caisse claire, c'est terrible. Voilà, il y a des choses que j'adore. Alors, je suis pas du tout un fan des 1176. Il y a des choses que je suis pas un grand fan des 33609, même si ça fait un son très particulier. Donc, je comprends très bien qu'on en ait besoin dans une prod. Voilà, je suis pas un fan du LA2A. Je trouve que le côté est super facile à utiliser, génial. Mais pour moi, c'est pas du tout un compresseur ultime. D'ailleurs, certaines des machines qu'on a fabriquées, le Elax que je fabriquais, qui aujourd'hui sort dans une version où il y a un étage de tube qui s'appelle Talex. Le projet il s'appelait Anti-1176. Ah ouais. Voilà. Alors, en fait, c'est un complément, ça veut pas dire, c'est pas un concurrent, j'ai pas de mitraillette. C'est juste que, en fait, un jour j'étais dans une séance, j'étais encore ingénieur du son, et je me suis rendu compte que il y avait un 1176, il y avait un 1178, et en fait, moi, je voulais juste un truc qui touche pas à mon son, mais qui fasse le job. Ouais. Et donc, un jour, je me suis dit, puisque ça n'existe pas, je vais le fabriquer. Ouais. Voilà. Alors évidemment, il y a d'autres machines qui doivent le faire, qui le font aussi un peu, mais voilà. Donc c'était un complémentaire. Pour moi, c'était la machine à mettre à côté de mon 76 pour faire les batteries. Pour la voix, je voulais avoir un truc un peu plus souple pour les guitares acoustiques ou ce genre de choses là. Voilà, j'ai plusieurs projets qui s'appellent comme ça. J'avais fait avec Also un double préampli en série 500 qui va finir par ressortir parce qu'on m'en redemande. Je vais le remettre au catalogue. Alors il s'appelait l'ingénieur du son Maniferabant qui me l'avait appelé le 1024 parce qu'en fait, comme c'était des séries 500 et qu'il y avait le 512 API. Comme il y avait deux préamplis, il avait fait 2 fois 512 égale 1024. Voilà. Donc on a eu des noms de projets comme ça. Voilà. Mais après, les machines que j'aime, oui, il y en a plein. Il y a plein de choses que j'adore. Le Vitalizer SPL, ça fait un truc incroyable. Comment il s'appelle Vertigo. Vertigo. Mon ami de Vertigo. Continue. Je vais faire un. Vas-y, continue. Qui fait le générateur de distorsion et d'harmonique. C'est un truc incroyable. Comment il s'appelle ? J'ai perdu le nom. Il y a quelques machines qui sont qui sont Elysia. Chez eux, ils ont un petit truc, une petite série 500, c'est pas caractère, je sais plus, qui redessine les attaques, qui est incroyable. Il y en a plein des choses super. Ce qui nous retient à chaque fois, c'est qu'une seule chose, c'est le carnet de chèques. Oui. Parce que l'électronique analogique, ça coûte cher à fabriquer. Tu m'étonnes. Et puis il y a des choses sublimes en plug. Attention. Il y a des gens qui croient que évidemment, je sais me servir d'une console comme ça. Alors des consoles, j'en ai plein. Quand je joue quelque part, je me retrouve souvent à faire, quand c'est des petits kits, je me retrouve toujours à faire la sono parce qu'évidemment, j'ai des Amadeus, parce qu'évidemment, je me suis acheté des bons micros, parce qu'évidemment, et puis voilà. Donc on me dit, tu peux venir avec ta sono, parce que la dernière fois, on a pris, je vais pas donner la marque, mais il y a un truc qui se vend beaucoup, un truc comme ça, c'est insupportable à jouer tellement c'est processé. Et puis le son, c'est pas bien. Mais voilà, après, là en ce moment, je suis en train de me dire, je vais peut-être m'acheter une console numérique quand même, je vais gagner un petit peu de temps. Mais je me dis tout le temps, je pourrais faire ça avec mon Mac en fait. Mais l'ergonomie, c'est nul, quoi. Voilà, c'est nul et puis ça va planter un Mac, ça plante plus maintenant quand même. Mais bon, je n'ai pas très envie de prendre le risque d'une liaison qui ne marche pas pendant un concert, quoi. Puis d'être là, de me stresser avec un reboot ou un truc comme ça. Il y a des plugs, là, je suis en train de faire les plugs, j'allais te poser la question. Un projet personnel, il y en a plein. En fait, je ne saurais même pas dire, parce qu'en fait, je les essaye, je les trouve super, et puis
pendant les sessions. Tu ressens le truc, toi, parce que ça, c'est un vrai débat souvent, surtout chez les home studistes et tout ça, qui ne peuvent pas justement accéder à ces outils-là. Alors, en fait, j'ai pas voulu rentrer là-dedans. Ça m'intéresse pas. Déjà, j'étais très surpris que le marché reste comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, les copies des machines existantes. Alors, des copies des machines existantes, ce qu'on ne peut pas se payer, personne ne peut se payer. Oui, voilà. 670. Bon, ça, c'est du marketing après. Je dirais, pourquoi pas? Tu as envie d'avoir un. Mais alors, un 1176, un truc, un machin, de copier toujours les mêmes, parce qu'en plus, c'est surtout ça. Il y en a beaucoup, c'est les copies. Ah oui, c'est des copies conformes. Hein. Et justement, ils vendent le truc comme ça. Et ils le vendent grâce à ça. Ouais. Alors. Soi-disant, ça sonne pareil. Non, mais. Voilà, c'est ça en fait. Ça m'intéresse pas parce que déjà, je sais que ça sonne pas pareil et qu'en plus, quand on copie un 670, j'en ai réparé quelques-uns, il n'y a pas deux 670 qui se ressemblent. Oui, c'est ça, oui, voilà, ça commence déjà comme ça. Ça commence par ça. Et puis je trouve ça un petit peu ridicule parce que l'intérêt du numérique, c'est de faire des nouvelles choses. Ouais. Donc, que tu puisses invoquer des gens qui développent des trucs qui te permettent de copier des anciens sons. Pourquoi pas? On fait ça sur les amplis guitare. Pourquoi pas? Je le comprends très bien. Mais que ce soit devenu le cœur du marché, je ne comprends pas. Je comprends. J'ai essayé des plugs. Alors je crois que c'est un Français qui fait des fausses machines vintage, en utilisant un peu des convolutions de quelque chose qui existe déjà et tout. Et je trouve déjà cette démarche-là, elle est vachement plus sympa. Mais pour moi, la démarche que faisait le GRM de l'IRCAM, qui faisait des trucs qui n'existent pas, parce qu'on peut régler en numérique des problèmes, on peut régler à moindre coût en numérique des problèmes, à moindre coût et à moindre bruit, des problèmes qu'on ne peut pas faire en analogique. Donc l'intérêt d'une nouvelle technologie, c'est de faire des choses qu'on ne sait pas faire, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et il y a des gens qui font des trucs incroyables. Voilà. Et puis après, il faut dire la vérité, c'est ce qui est incroyable avec le plug, c'est que si tu veux avoir 24 1176, ça coûte rien. Ouais. Alors que d'avoir 24 1176 en ça veut rien dire dans la réalité. Parce non, mais bien sûr, c'est stupide. mais bon. Alors ce qui nous amène aussi à faire des prods où il y a 10 000 process sur chaque chose, ce qui n'est pas forcément très bon pour le signal qu'il y avait avant, et ce qui fait qu'on fait des prods maintenant où je ne devrais pas dire des trucs comme ça, mais je le pense vraiment, la partie musicale, on l'a un peu oubliée. Ouais. Et par contre, il se passe des trucs, moi j'entends des très grosses prods où, je veux dire, il n'y a pas un mot qui vient de la même prise, qui n'a pas été traité différemment. Ouais, bon. Alors il y a effectivement rien qui dépasse. Alors il y a tellement rien qui dépasse qu'on y va de plus en plus. Ouais. Alors après, alors je vais pas au concert de ces musiques-là, voilà. Je comprends pas très bien ce qu'on veut faire par là, parce que moi j'aime bien la réalité, c'est-à-dire je sais pas si tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, il y a des concerts qui sont faits, Tiny Desk. Oui. Ou un truc comme ça, où ils font venir des gens dans une librairie, et puis ils mettent un truc et puis ils jouent. Ouais. C'est là la vérité. C'est ça. Et quand il y a Sting ou Chaka Khan qui est derrière dans ces trucs-là, je parle des choses qui me touchent peut-être le plus aussi, hein, mais quand j'entends Sting chanter et qui est en train de jouer en même temps avec une bande de tueurs derrière, je suis désolé, là il y a de la musique. On est d'accord. Voilà. Et le problème, c'est que quand toute ta prod elle est faite par des outils très 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 poussés, je dis juste une chose, hein, Earth, Wind & Fire, George Massenburg, super, réalisation d'enfer, mix d'enfer, machin et tout, mais si tu écoutes tout, ça sonne d'enfer, c'est une tuerie. Il n'y a pas un compresseur dans chaque truc, et il n'y a pas un machin, et personne n'a remonté tout. Et quand tu écoutes la musique, ça fait... c'est quand même des trucs qui ont 50 ans, et ça passe à la radio tout le temps. Je parle pas du style de musique, hein, je parle de ça, mais il y a plein de choses en rock, en rap, en tout ce qu'on veut. Tu les écoutes et ça tue. Donc je pense que le vrai sujet, il est au départ artistique. Donc d'avoir 80 compresseurs et 200 pistes de voix, je comprends. Oui. Mais je pense que j'ai vu l'autre jour, je crois que c'est je sais plus si c'est Lady Gaga qui chante, qui joue un truc de Stevie Wonder au Grammy ou un truc comme ça. Et puis il y a Stevie de l'autre côté. Oui, j'ai vu ça. Et au début, hein, elle est toute seule avec sa voix et son Fender Rhodes, ou je sais plus ce que c'est comme clavier. Et tu fais waouh, déjà t'es accroché, et puis après t'as les cuivres qui rentrent et tout. Il n'y a pas un mec qui rigole. Hein. Oui. Voilà. Donc oui, non, mais là c'est. La technique c'est important. Je suis de cet avis-là aussi. C'est un outil.
C'est un outil. Alors, à nous de fabriquer des outils qui permettent de la création, parce que quand on a un bon outil, on va plus loin dans la création. Oui, forcément. Ouais. Mais voilà. Donc, le choix des machines que je préfère, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Il y en a plein. Et des fois, c'est en fonction du contexte. Et des fois, c'est sûr. Puis en ce moment, je cherche pour mon kit, je cherche un truc introuvable. Je cherche un délai Korg. Parce qu'il fait un truc que j'ai entendu et j'arrive pas à le trouver. Ouais, c'est pas le meilleur délai du monde. Hein. Ouais, bien sûr. C'est un délai qui fait quelque chose. Mais il y a plein de vieilles machines comme ça qui font un son. Et je suis sûr que une fois que je l'aurai retrouvé, je vais peut-être trouver une machine. Je vais me dire ah oui, en fait, ce que j'aime, ça se retrouve dans une autre machine plus simple, plus lourde, plus légère à porter, plus je sais pas. Mais je sais que lui, il fait un truc qui me plaît. C'est question d'expérience, personnelle. Hein. Voilà. Oh là là, on pourrait aller loin. Hein. On pourrait aller loin. On va s'arrêter là. Bon, on fera un volume 2. Voilà, c'est ça. Là, on fait la vidéo. Voilà. On fera la prochaine fois évidemment, avec un fer à souder. Voilà. Ça, j'aimerais qu'on fasse ça. Ouais, j'aimerais qu'on fasse ça. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais surtout, là, on fait la vidéo avant, on va dire, la sortie officielle de ta boutique. Comment on peut dire ton magasin, ta boutique, j'aime pas ça. Ta marque. En fait, j'aime pas du tout ça parce que c'est quelque chose. Oui, non, mais il faut bien mettre un nom sur le truc. J'ai fait ce qu'on appelle. J'ai fait un shop, entre guillemets, sur Internet. Parce que je ne veux pas revenir avec toutes les histoires de revendeurs. Voilà. Je ne voulais pas revenir dans un système comme ça, mais je vais quand même m'en garder. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui ne font plus leur job. Autrefois, un revendeur, il avait son service technique. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, ils balancent des cartons. Pas tous, hein, attention. Oui. Moi, je travaille souvent avec mon ancien vendeur allemand. Il a un autre concept, une autre façon de faire, même s'il ne peut plus avoir de techniciens comme les autres. Par contre, il a une autre façon de faire qui fait que ça reste quelque chose d'humain, de conseil. Voilà. Et il y a de plus en plus de revendeurs qui redeviennent comme ça. Parce qu'en fait, on sait très bien que si on veut un carton, sur Internet, on trouve toujours. Après, si on veut plus que ça, il faut aller vers quelque chose de plus humain. Voilà. Donc c'est pas ça. J'ai fait un shop parce que je pense que ça fait partie du concept actuel. Oui, faut que les gens puissent trouver l'information. Oui, trouver et puis éventuellement acheter sans que ce soit une grande complication. Mais en réalité, souvent, j'ai déjà eu un shop comme ça à une époque où je faisais un peu autre chose, mais pas pour Also. En fait, je rappelais toujours les gens pour savoir si c'était la bonne. Parce que, en fait, la bonne machine, ça ne sert à rien de vendre quelque chose qui ne correspond pas à quelqu'un. Oui, bien sûr. C'est très contre-productif. Le client n'est pas content parce qu'il a acheté quelque chose qu'il ne va pas revendre forcément, ou qu'il ne peut pas revendre comme il veut tout de suite. Il va perdre un peu d'argent, machin, parce qu'il a acheté quelque chose qui ne lui correspond pas. Alors que si on lui dit dès le départ, écoute, tu joues du violon, tu as une cellule et tu veux acheter un préampli micro. Non, j'ai fait autre chose. On les a testés avec un très grand violoniste sur plein de violons. Voilà, j'ai quelque chose. En plus, tu sais quoi, ça coûte 4 fois moins cher. On a quelqu'un qui est content. Absolument. Ça correspond à la demande. Ouais, mais c'est un vrai conseil, parce qu'il y a tellement de gens qui achètent comme ça, de manière impulsive, une machine, juste parce qu'on l'a vu quelque part, on l'a entendu une fois sur un truc. Je la connais. Et au final, on les stocke, comme tu disais, on collectionne, et puis ça sert à rien. De toute façon, quand quelqu'un me dit je vais monter un studio, je vais être un peu original, je vais m'acheter. Maintenant, je leur dis direct un 1176, un 1073, oui, comme tout le monde. C'est pas, je comprends, c'est un très bon outil, mais l'original est un mot de trop. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est que les gens, ils ont du mal, je pense aux plus jeunes notamment, qui ont... Et tu as connu cette époque-là, plus 30, Guillaume Tell, tout ça, les studios un petit peu standardisés, tu sais, où tout le monde avait un petit peu les mêmes choses. Oui, mais c'était les ingés qui faisaient la différence. Dans le son, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, on s'équipe comme on veut, un peu plus à la maison. Et c'est là où il faut aller chercher l'originalité. Oui, son personnel, voilà, c'est ses outils personnels. C'est ça. Alors, à plus tard, on faisait un truc en plus que tout le monde ne faisait pas. Dans les racks, on avait tout la partie standard. Ouais. Et on avait en plus en location des choses que les autres n'avaient pas. Ce qui était très malin parce que d'une part, on proposait des nouveaux sons. Alors, la machine était bien choisie. Mais en plus, quand il fallait faire un recall, ils ne pouvaient pas repartir dans un autre studio. Avec leur disquette, ça ne marchait pas. Et puis, on fidélisait des gens parce qu'on avait des choses que les autres n'avaient pas. Donc, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, la plupart des gens travaillent dans leur unité de production. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas besoin
chez moi, je fais que des... Alors, je fais pas beaucoup de sons, je vais plutôt chez les autres quand il y en a à faire. Mais quand je fais un truc, je le fais... c'est de la musique acoustique, très acoustique. J'ai pas de 76. J'en ai pas besoin. Oui, bien sûr. Ça ne correspond pas à ce que je fais. Ça ne correspond pas à ce que je veux en faire. Et si j'ai besoin d'un 76, bon, si vraiment je veux un 76, je fais un emprunter chez un copain. Voilà, où je mets un plug. Voilà, oui, terminé. Voilà, si vraiment c'est ça. Voilà, faisons des outils qui nous plaisent. Pas ah ouais, j'aime bien ça, machin chose là, ouais. Mais après, ah oui, mais tel grand ingénieur du son là. Hein, mais alors, le grand ingénieur du son, en fait, quand il a rien, il fait pareil. Parce que faut pas se faire d'illusions. Hein. Un très grand ingénieur du son, il est très content d'avoir tout. Mais il peut arriver à faire un très beau disque en se passant de tout. Bien sûr, voilà. Il n'a pas besoin de ça. Donc, voilà. Ouais, non, mais prenons des outils qui correspondent aux couleurs qu'on veut avoir, à la musique qu'on veut faire, et à notre personnalité. Ouais, plutôt que d'aller chercher des pâles copies de ce qui a existé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fabricants, quand on y pense, c'est leur argument de vente, en disant voilà, ça sonne comme un truc en 76 ou comme un je ne sais quoi. Et ils vendent ça comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas le côté originalité, personnalisé même. C'est vrai que c'est... Oui, et alors ce qui est très drôle, c'est que les gens me disent ah mais ton préampli, ça sonne comment? Mais oui, mais... C'est comme un 1073 ou comme un... Oui, c'est ça. Alors évidemment que je sais parce qu'on a fait beaucoup de tests, mais ça sonne pas pareil que les autres. C'est ça qui était intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se faire sa propre opinion. Bien sûr. Alors c'est pas toujours facile, je reconnais, surtout maintenant. En ce moment, c'est quand même particulièrement compliqué, mais ne serait-ce que d'en parler avec quelqu'un qui a les trois, qui dit, qui a par exemple trois préamplis, qui dit en fait. J'en ai un qui passe partout et puis j'en ai un qui passe que sur certains trucs. Qu'est-ce que tu fais? J'enregistre que des basses avec un 441. Je sais quel préampli il faut mettre. C'est pas forcément le mien. Ça dépendra de la basse. Bon, parce que j'ai fait des essais. Il achète celui qui correspond. Oui, bien sûr. Et n'achète pas. Je préfère que. Franchement, je préfère qu'on n'achète pas une machine, qu'on vienne me voir pour acheter une machine et que finalement on l'achète pas parce que c'est pas ça qu'il faut. Et que donc on ne soit pas frustré. Oui, bien sûr. Et puis voilà, c'est tout. Ce qui compte à la finale, c'est ce qu'on va entendre à l'autre bout de la chaîne, quoi. Absolument. Voilà. Bon, ça veut dire qu'il faudra faire beaucoup de tests avec tes machines alors. On a du boulot là. Ah écoute, moi je fais des tests. On viendra les faire ici. Un peu ici, enfin, il y a plein d'endroits. Tu descends en camion et tu viens avec toutes tes machines. Avec toutes les machines. Non, mais faire des tests, c'est intéressant. Un vrai sujet. À l'INA, l'autre jour, on a fait encore... donc je fais un stage où on fabrique un préampli que je fabrique que pour eux. Et chaque année, je le change. Enfin, je ne réinvente pas la roue, mais tu modifies quelques trucs. Je me dis, tiens, cette année, je utiliserai bien ces transistors-là. Et puis ça, la source de courant, je vais la faire avec ça. Et puis, alors après, je suis là, atelier. Parce qu'en fait, le calcul, c'est facile. Hein. La réalisation, elle est toujours différente. Ça marche avec le calcul. Mais pour que ça soit comme on veut, c'est pas toujours pareil. Et puis, c'est pas parce qu'on a avec une Ferrari, on n'achète pas du pain. Hein, ça ne sert pas à acheter du pain le dimanche matin une Ferrari. Ça n'a pas de sens. Donc, s'il nous faut une 4L, on fait une 4L. Donc je passe mon temps à fabriquer la 4L dont on a besoin et puis c'est une 4L, il y a un peu de course quoi. Et on a pris du temps et j'ai été surpris parce que là j'ai fait un préampli sans transfo qui alors il est pour beaucoup de choses il était même mieux que celui avec transfo. Mais pas pour tout. Voilà. Donc je ne remplacerai pas ce que je fais avec des transfos par ça, mais par contre ça a un avantage en termes de coût qui fait que on n'est pas loin et ça permet de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas... Moi, tu m'appelles et tu me dis « Ah, je voudrais le truc à 1000, mais j'ai que 200. » Alors, je parle des gens sincères. Je lui dis « Écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et si je lui dis « Voilà, si j'ai trouvé une alternative, je dis n'importe quoi, à 600, peut-être qu'on peut arriver à s'acheter un truc à 600 qui correspond vraiment bien, plutôt que de rester avec un préampli à 200 qui ne marche pas. » Voilà. Donc... Voilà. Tout est dans la discussion en fait. Absolument. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? On fera un épisode 2. On fera un épisode 2 avec tes machines. On fera un truc quand tu seras prêt. Je vais te montrer.
Alors moi, j'en ai croisé beaucoup. Hein, à chaque fois, je pense à toi. Des Dynax, oui, des Dynax, il y en a quand même. Dynax et autres, je pense aussi à... Oui, les préamplis, on en a pas mal aussi. Le Elax. Les Elax, voilà. Voilà, le Elax, on en a pas mal aussi. Mais les Dynax, j'étais très surpris parce qu'en fait, les gens m'en parlent tout le temps, quoi. Ouais. Oui, ça oui. Parce marque les esprits, si je puis dire. Parce que c'est une machine très originale. Voilà. D'ailleurs, c'était le but. Hein. Oui. Originalité jusqu'au bout. Voilà. Bon, Olivier, merci. Merci à toi. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc voilà, avec des machines et tout. Et puis voilà, puis continue bien. Voilà. Écoute, merci Nicolas. C'est quand vous voulez. Quand vous voulez. À bientôt. Je reviens.